Alors, je me souviens être allée voir mon médecin le lendemain et m'effondrer en larmes et lui avoir dit: «J'aurais aimé que vous me trouviez une maladie, j'aurais le droit de m'arrêter». Bah, les profs, on a quand même beaucoup dans la société, on est vus comme, un peu des fainéants, qui savent pas bosser, qui bossent pas beaucoup. Les documentalistes, c'est pire parce qu'on est planqués dans notre bibliothèque, on fout rien et ça fait partie de ton identité, d'être Je prof. suis prof. De façon cyclique, j'ai voulu partir et en fait, c'est mon corps qui, pour moi, a dit stop. J'arrivais, la boule au ventre, dans mon établissement scolaire. J'y allais à reculons, me demandant pourquoi j'y allais. J'avais l'impression de servir à rien. Bah, j'ai pas réussi à faire ma dernière rentrée. Je me suis effondrée à ce moment-là. La journée se repasse exactement comme c'est passé toute l'année d'avant, c'est-à-dire que j'avais plein de missions. Je me retrouve à organiser au pied levé le voyage d'intégration des 6e. J'ai un collègue, j'étais référente numérique, qui me demande des codes alors que je venais d'apprendre que j'avais cours alors que c'était pas prévu. Je dis bah là j'ai cours dans 10 minutes. Oui mais il me faut les codes tout de suite. Mais je peux pas te les donner, j'ai cours dans 10 minutes, faut que je prépare ma salle. J'aurais dû me dédoubler en 10. Le dernier été avant mon burn-out, on a fait un super voyage en Corse. Je n'ai pas vu la Corse. J'étais tellement crevée, je me levais le matin, je me disais j'ai envie de rien faire, que j'ose me dire en fait ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est travailler dans le monde de l'art. Ma propre mère est artiste, on lui a dit que c'était pas un métier. Ce que j'ai appris, rien ne se perd, juste je les utilise complètement différemment. L'art, c'est un moyen de s'exprimer. 3/4 d'heure de pratique artistique, ça fait descendre le niveau de stress. Pour les enfants, c'est intéressant parce que ça leur permet de se poser, d'apprendre à se concentrer, mieux gérer ses émotions. Bah, j'ai plein d'idées, plein de projets. Ouais, j'éprouve beaucoup de joie. Il y a de la fierté aussi. C'est dans la lenteur qu'on se reconnecte à soi. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin plus que la finalité. Quand on crée, on est dans un état de conscience modifié. Je me sens plus à ma place, je me sens plus épanouie. Il n'y a pas d'âge pour changer parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Elle passe vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, je reçois Louise. Louise, c'est une ancienne prof de collège qui a fini par dire stop. Elle a tout lâché pour enfin suivre un rêve qu'elle avait mis un peu trop longtemps sous le tapis. Devenir artiste et transmettre sa passion pour la création. Son parcours, c'est pas une ligne droite du tout, c'est plutôt des virages serrés. Un job dans l'éducation nationale qui l'étouffe, un burn-out qui la met à genoux, une première reconversion qui ne marche pas, et puis un jour, le déclic. Se choisir. Quitter la sécurité de l'emploi pour retrouver la liberté. Aujourd'hui, elle crée un lieu où peindre n'a rien à voir avec la technique ou la performance, mais avec l'expression de soi, l'imaginaire et surtout le partage. Et Louise, ses rêves, elle le répète, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Il n'y a pas de honte à se planter la première fois et surtout, oser faire ce qui vous fait vibrer, c'est déjà apprendre à s'aimer. Alors dans cet épisode, on va parler burn-out, reconversion, échec, ou plutôt expérience nécessaire pour arriver là où on doit arriver, mais aussi d'art et d'espace de liberté. Et je te préviens, son histoire va peut-être te donner envie de ressortir tes pinceaux et au moins de regarder en face ce rêve que tu repousses depuis trop longtemps. Salut Louise. Salut. Comment tu vas ? Ça va, merci pour cette petite présentation. Écoute, avec plaisir. Parce que j'aime bien dire en gros la vérité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louise, on se connaît déjà. Comme à chaque fois, lorsqu'on cherche des témoignages, des histoires inspirantes, on fait un appel à témoins. D'ailleurs, si ça vous intéresse de venir témoigner ici et que vous voulez raconter votre histoire, écrivez-nous juste ici. Et puis, l'équipe va regarder vos histoires. Et puis, si effectivement, il y a quelque chose de vraiment intéressant à partager, vous prendrez la place de Louise et des autres invités. Et donc, Louise a répondu au questionnaire. Il faut savoir que c'est pas moi qui lit et qui regarde. Et pareil, c'est Florence, coucou Florence. Et elle voit l'histoire de Louise et puis pareil, elle me dit un profil hyper intéressant, etc., etc. Sauf qu'effectivement, je connais Louise. On se connaît. Louise, je l'ai accompagnée en coaching, etc. Donc voilà, sachez-le, c'était pas fait pour ça. Et Florence l'a choisi. Donc je suis ravie de t'avoir parce que du coup, effectivement, je connais plutôt bien ton parcours. Et je comprends aussi pourquoi Florence l'a choisi et sélectionné. Donc vous allez pouvoir l'entendre. Je crois que c'est la première fois que du coup tu es en podcast. Ouais, c'est une toute première, mais je suis ravie. Et que tu partages tout ça. Ouais, je l'ai un peu partagé sur mes réseaux, mais de façon plus large comme ça, c'est la première fois. Bon, écoute, on y va. Ouais. Histoire de sortir de la présentation traditionnelle, moi j'ai plutôt envie que tu me dises 3 mots
pour définir ta vie aujourd'hui. Mhm. Et après, 3 mots pour définir la vie d'avant, celle c'est avant le Ok. burn-out. Est-ce que tu peux faire ça? Alors, 3 mots pour la vie d'aujourd'hui. Joie, rêve et créativité. Mhm. Versus? La vie d'avant, c'était conformisme, épuisement et en un mot, c'est un peu dur, mais solitude peut-être, ou l'impression de ne pas être à ma place en fait. Ouais. Mm. Conformisme, épuisement, solitude, Ouais. et versus ce qu'on a dit, Ouais. joie, créativité Et rêve. et rêve. Ouais. Ok. Est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer pourquoi cela aujourd'hui et surtout, comme ça, je pourrais recommencer par le positif aujourd'hui, les Ouais. 3, parce qu'en fait, quelque Ouais. part, c'est un peu comme dans les séries. Mm. On peint le début sans trop en dire. Ouais. On va aller après sur les 3 d'avant Mm. et puis on va dérouler pour arriver Ok. un peu. Maintenant, tu sais quoi on va faire? Tu me laisses ces 3 mots, donc Ouais. joie, Ouais. créativité et rêve. Ouais. Tu vas pas dire pourquoi. On ira Ouais. chercher le pourquoi en fin, Ok. d'accord? Comme ça, les gens ont le début, genre, ok, ma vie aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Et par contre, effectivement, on va partir des 3 mots de Ouais. l'époque. Pourquoi ces 3 mots à l'époque? Il se passait quoi? Pourquoi c'était comme ça? En fait, moi, j'ai pas fait partie de ces gens qui sont devenus profs parce que c'était une vocation. J'ai choisi ce métier-là essentiellement parce que j'avais besoin de sécurité à ce moment-là dans ma vie. J'ai été prof très jeune, à 23 ans, j'ai pas fait autre chose avant. Et à 23 ans, j'avais besoin d'énormément de sécurité. J'avais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et j'avais envie d'un job où j'étais sûre d'avoir mon salaire. Ça changeait pas trop l'univers que j'avais connu puisque j'étais sortie d'études. C'était pas mon rêve de départ du tout. Comme certains profs peuvent avoir, où vraiment ils rêvent d'être prof depuis jeune. Moi, c'était pas le cas. Ça a été un choix par élimination. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Au départ, je m'étais dit, je vais faire ça pendant seulement quelques années. Fallait que je travaille. En fait, mes parents pouvaient plus m'accompagner dans mes études. Donc, fallait que je travaille. Le concours me paraissait accessible. Je l'ai tenté, je l'ai eu. Et je me suis dit, je vais faire ça quelques années. Finalement, je suis restée 15 ans quand même. Ça, beaucoup de gens. Ouais. Mais ça n'a jamais été un job qui m'a fait rêver. Et je l'ai fait parce que, ça me rassurait. Puis la vie suit son cours, quoi. C'est ça. Et puis après, la vie suit son cours. Tout le monde te dit que quand même, tu as la sécurité de l'emploi, tu as les vacances scolaires, c'est pas si mal, tu as de la chance. Donc, finalement, bon an, mal an, tu restes. Même si, assez vite, je me suis pas sentie à ma place. Qu'est-ce qui te faisait pas te sentir à ta place? Et tu le sentais où, ce décalage? Le décalage, alors déjà, moi, j'étais professeure documentaliste. Il faut savoir qu'on est déjà un peu décalé par rapport aux autres profs. C'est-à-dire que... C'est quoi? Professeure documentaliste, c'est la dame du CDI. Celle qui dit chut. Ok. Et en fait, on est un peu à part des autres profs déjà parce qu'on est seul. Souvent, les autres profs de discipline, ils sont plusieurs. Et qu'on n'est pas considérés comme des vrais profs. On est considérés comme la dame du CDI alors qu'on a un CAPES comme tout le monde, qu'on a des vocations pédagogiques. Donc déjà, rien que ce statut-là nous met à part. Et j'avais beaucoup de collègues... Moi, j'attendais de l'éducation nationale des profs un peu curieux, un peu ouverts d'esprit, un peu érudits. Alors, il y en avait plein. Mais il y en avait aussi beaucoup qui faisaient ça comme un taf lambda. Alimentaire, un peu? Alimentaire, ouais, je pense. Puis par habitude, peut-être qu'au début, il y avait la flamme, mais peut-être que... J'en sais rien, tu vois, je présuppose. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense aussi que tu as beaucoup de gens qui font ça un peu comme moi, par envie de sécurité et pas forcément parce que... ils sont passionnés, etc. Moi, je comparais ça beaucoup à mes profs de fac qui étaient très érudits, très curieux, très cultivés. Et en fait, en collège et lycée, t'en as, mais pas tant que ça, mine de rien. Et voilà, je voyais bien qu'entre mon statut qui était particulier et le fait que je m'intéressais à plein de choses, et c'était pas forcément le cas de mes collègues, il y avait un peu ce décalage-là. Je pense que mon hypersensibilité faisait ce décalage-là aussi parce que moi, il y avait des choses qui me touchaient et je voyais les gens à côté n'étaient pas autant touchés. Donc, ouais, je me sentais vraiment en décalage et pas vraiment à ma place. Et en plus, voilà, les directives qu'on nous donnait ne me parlaient pas forcément. Tu auras des exemples concrets en disant, pour avoir eu t'es pas la seule, tu en connais certaines, parce qu'après, t'es venue en groupe avec moi, mais des personnes dans l'éducation nationale où effectivement, au bout d'un moment, les mesures
crée du décalage, parce Ouais. qu'effectivement, on peut en croiser certaines où il y a un peu cette animation de transmettre, de s'occuper des plus jeunes, etc. Tu dis, bon, je l'ai moins, mais par contre, effectivement, il y a des mesures dans l'éducation nationale où ça crée le décalage entre ce qui a du sens pour moi quand même, parce que voilà, on n'arrive pas non plus que là par hasard, tu vois, surtout que pour te connaître, je trouve ça marrant, parce qu'en fait, sur le coup, tu m'as jamais dit que c'était prof documentaliste, donc ça, je l'apprends pour le coup. Mais t'avais une mesure vraiment qui te rappelle dans l'éducation, tu te dis, mais ça manque de sens, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, c'était pas une mesure qui venait vraiment du ministère, mais je me souviens d'un de mes premiers collèges où mon chef d'établissement, par exemple, voulait absolument... On était dans les quartiers nord de Marseille, donc zone urbaine, et les élèves partaient dès qu'ils pouvaient, dès qu'ils avaient plus cours, ils partaient. Et il me disait, en fait, je veux que vous soyez ouverte le soir, après les cours. Je dis, ok, je veux bien, mais pourquoi faire? Parce que moi, j'avais un nombre d'heures limité quand même. Donc, il veut que je sois ouvert le matin tôt, entre midi et 2, le soir. Je dis, je peux pas tout faire. Donc, on va mettre là où il y a les besoins. Il dit, je sais pas, on verra bien. Et je me rappelle lui avoir dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait une démarche de projet. On a un projet, on voit en fonction des besoins, puis ensuite, on met les moyens. Mais qu'est-ce que j'avais pas dit, en fait, à ce moment-là? Il s'est mis dans une colère noire parce que c'était un chef qui voulait cheffer. Et il me dit, mais vous ouvrez, puis on verra bien. Je dis, moi, perso, j'étais pas du matin, donc je préfère arriver plus tard et fermer plus tard, ça me dérangeait pas. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, hein. Je fais, moi, ça me dérange pas, mais si c'est pour avoir 0 élève ou juste laisser de la lumière pour dire que je suis là, ça a pas trop de sens, quoi. Donc voilà, c'était ce genre de choses qu'on pouvait avoir. Un autre, pendant le confinement, par exemple, là, nos inspecteurs se sont souvenus qu'on était prof et pas juste dame du CDI. Donc, ils nous disent, vous êtes prof comme les autres, donc vous allez travailler. Et donc, on nous a demandé de travailler, d'essayer de faire quand même l'ouverture culturelle, etc., alors que clairement, ça n'avait pas de sens. Et du coup, il y a l'autre question, du coup. Pourquoi prof documentaliste? Parce que justement, il y avait cette ouverture à la culture. Alors moi, je suis une grande lectrice, j'adore lire. Donc déjà, voilà, le côté bouquin, ça me plaisait beaucoup. Et on a vraiment, dans l'émission, l'ouverture culturelle de l'établissement. Et d'ailleurs, les bahuts où je me suis le plus éclatée, on faisait énormément de culturel, de résidence d'artistes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ça qui, sur le papier, m'a attirée, ce côté assez diversifié. On pouvait faire plein de projets sympas. Bon, dans les faits, ça dépend beaucoup des établissements, beaucoup de la politique du chef d'établissement, des budgets. Enfin, il y a des établissements où clairement, je n'ai absolument pas fait d'ouverture culturelle. Et du coup, ça faisait aussi que je ne me sentais pas à ma place. Parce que du coup, une partie de ta mission ou ce qui fait que tu avais pris ce choix-là n'était même pas du tout considéré, quoi, c'est et exactement entendu, ça. quoi. Ouais. Et donc, c'était vraiment ça qui m'avait plu. Parce que moi, à la base, j'ai une maîtrise d'histoire, donc j'aurais très bien pu être prof d'histoire géo, mais ça m'attirait pas du tout. Et c'était vraiment le côté ouverture culturelle. Moi, je rêvais en fait d'être médiatrice culturelle, mais ça m'a fait peur parce que c'est un milieu où c'est compliqué d'avoir des postes. C'est souvent à Paris, j'avais pas envie de vivre à Paris. C'est souvent des contrats précaires, mal payés. Donc c'est là où je dis, prof, c'était par sécurité que je l'ai choisi par rapport à ça. Et je me suis dit, je peux retrouver un petit peu ça dans ce job-là de professeur documentaliste. Je peux quand même faire de la médiation culturelle autrement, tout Pour en les jeunes. ayant pour les jeunes et tout en ayant la sécurité de l'emploi, effectivement. Et du coup, ce qui m'intéresserait, c'est... Ok, donc finalement, tu me dis, à la base, je veux faire ça 3-4 ans ou 4-5 ans. Ouais. Tu m'as dit 15 ans. Ouais. Voilà, 15 ans. À quel moment tu as senti que là, c'était plus possible? C'est-à-dire que à un moment, là, tu m'as dit, il y a eu ce décalage, etc. Mais je tiens 15 ans. Parce que je me dis que le décalage, tu l'as même senti peut-être tôt, etc. Oui, etc. oui. Mais tu tiens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu sens que là, ça tient plus, ça ne me convient plus? Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un événement particulier ou une succession d'événements? Alors, de façon cyclique, j'ai voulu partir, mais c'était compliqué. On n'est pas bien accompagné, il faut le dire, à l'Éducation nationale pour tout ça. Quand on voit les RH, ils nous conseillent de rester, ils temporisent, etc. Donc, j'avais beaucoup de peur de me retrouver sans job, d'avoir des difficultés financières. J'avais pas de soutien financier à ce moment-là, c'est une réalité quand même, hein. Donc, à chaque vacances scolaires, surtout les grandes vacances, ça faisait un reset. J'ai changé plusieurs fois d'établissement, donc ça me redonnait une bouffée d'air. Et en fait, c'est mon corps qui, pour moi, a dit stop. La dernière année où je suis allée enseigner, j'ai eu plein de soucis de santé.
J'arrivais la boule au ventre dans mon établissement scolaire. J'y allais à reculons en me demandant pourquoi j'y allais. J'avais l'impression de servir à rien. J'avais des gros retards. Alors en plus, à l'éducation nationale, les gros retards, c'est hyper mal vu. Je savais que c'était pas bien. Je me suis dit, je vais finir par avoir des ennuis. Je n'arrivais pas à l'heure une seule fois. Pas une seule fois. La dernière année, je n'y arrivais pas. Pourtant, tous les jours, je me disais, demain, je suis à l'heure, demain, je suis à l'heure. Je n'y arrivais pas. Et en fait, j'ai pas réussi à faire ma dernière rentrée. Je me suis effondrée à ce moment-là. Et, donc, ta dernière rentrée, c'est-à-dire que c'est la rentrée, là, comme là, dans quelques jours. Voilà. Et toi, à ce moment-là, ton corps, en fait, il te dit non, tu n'y vas pas, quoi. Il stoppe. Alors, j'y suis allée. J'ai fait ma pré-rentrée. Déjà, j'étais pas super bien. Il faut savoir que donc je sentais que j'étais en train de plonger. Donc, j'avais demandé au rectorat de mon académie d'avoir un poste provisoire plus près de chez moi parce que j'étais à 1 heure de route de chez moi. Ouais, quand même, en plus. Donc, en plus, ouais, plus près de chez moi pour pouvoir souffler un peu parce que j'allais pas tenir. Mon médecin avait fait des courriers. Enfin, on les a alertés quand même pas mal sur mon état de santé. Et il m'avait dit que j'avais un poste à côté de chez moi pour 1 année. Donc, j'avais dit au revoir à mes élèves, j'avais dit au revoir à mes collègues, j'avais dit au revoir à ma chef d'établissement. Au demeurant, je m'entendais bien avec cette chef d'établissement-là. Je leur ai dit, l'année prochaine, je suis pas là. Puis, j'ai pas de nouvelles de mon affectation de tout l'été. Mais aucune nouvelle. Donc, je me dis, je vais faire ma pré-rentrée dans mon établissement habituel. Et ce jour-là, j'apprends qu'en fait, je n'ai pas de poste provisoire. Donc déjà, ça, c'est difficile. Et donc, je fais ma rentrée le lendemain. J'étais professeure principale de 6e. Et la journée se repasse exactement comme c'est passé toute l'année d'avant. C'est-à-dire que j'avais plein de missions. Donc, je me retrouve à organiser au pied levé le voyage d'intégration des 6e. J'ai un collègue, j'étais référente numérique, qui me demande des codes alors que je venais d'apprendre que j'avais cours alors que c'était pas prévu. Je dis là j'ai cours dans 10 minutes. Oui, mais il me faut les codes tout de suite. Mais je peux pas te les donner. J'ai cours dans 10 minutes, il faut que je prépare ma salle. Qu'on me demande je sais plus quoi. Enfin, j'aurais dû me dédoubler en 10. Je suis rentrée chez moi, j'ai craqué, j'ai dit je ne peux plus. Parce que je voulais plus une année comme ça. Et j'ai pleuré toute la soirée à pas pouvoir m'arrêter. Mon conjoint qui savait pas quoi faire, qui m'amenait le chat pour essayer de... disant vas-y, fais-lui des câlins, je sais pas quoi faire. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et là, on s'est dit, on arrête. Donc ça a été le jour déclencheur. Est-ce que juste avant ce jour, parce que tu parlais tout à l'heure des problèmes de santé, je te pose la question parce que là, je le fais plus par prévention. Parce que comme... Pourtant, je ne cherche pas à avoir que des gens en burn-out, mais pour le coup, beaucoup de gens qui viennent témoigner sont passés par un burn-out. Donc, les gens qui diront c'est à la mode ou c'est une fausse maladie, enfin non, c'est régulier. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes s'écroulent, s'effondrent. D'ailleurs, c'est une maladie d'effondrement. Donc, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu un rétro-planning inversé, tu vois, des mots, de ce que tu as dit, ce qui te reste, que tu vois, en interviewant d'autres personnes, il y en a qui me disent, tu vois, je me rends compte qu'en fait, j'étais déjà plus là, ce qui fait que même quand tu me demandes mes mots, j'arrive même plus à les citer, tellement il y en a des gens qui sont en blackout les mois avant. Est-ce que toi, tu arrives à poser des mots et des parce signes? que moi, je l'ai vu venir. Je savais que j'allais droit dans le mur. Je savais juste pas comment me sortir de ça. Comment éviter le mur, quoi, même c'est plutôt. Ça. Déjà, j'avais des grosses insomnies. J'ai pas de problème de sommeil normalement, mais là, je dormais plus. Je me levais, j'étais épuisée. J'avais beaucoup d'irritabilité, j'étais à fleur de peau. Ça se ressentait que ce soit chez moi ou même avec mes élèves. J'avais plus de patience avec mes élèves. C'était horrible. J'aimais pas comment j'étais avec eux. J'ai eu, par exemple, une rage de dents inexplicable, mais à me réveiller la nuit en pleurs. Et quand on est allé chez le dentiste, il m'a dit je comprends pas ce qui explique ça. J'étais régulièrement malade. Cette année-là, j'ai dû avoir quoi peut-être le Covid. Ouais, j'ai dû avoir le Covid cette année-là. Enfin, plein de petites maladies comme ça. Qui montre que le système immunitaire était au bout du rouleau. J'ai eu une grosse période d'aménorrhée. Ah oui. Pendant plusieurs mois, j'avais plus mes règles. Bon, on suppose avec mon médecin que ça a déclenché une ménopause précoce. On ne sait pas quel est l'œuf et la poule, mais voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des douleurs dans le dos. Le fameux TMS, trouble musculo-squelettique.
Et vraiment, je voyais que j'arrivais plus à réfléchir clairement. J'avais un brouillard mental. Au travail, j'arrivais pas à me concentrer, ce qui fait que je ramenais du boulot à la maison. Je me suis vu ramener des panières entières de livres parce qu'on couvre les livres, on les équipe pour les mettre dans la bibliothèque. Je les ramenais à la maison parce que je n'arrivais pas à les faire au boulot. J'étais plus assez efficace. Et je demandais à mon mari de me dire aide-moi à couvrir les livres, je n'y arrive plus en fait. Donc j'ai vu tout ça et plus les gros retards le matin où clairement j'étais super en retard. Je pleurais facilement aussi. Crise de larmes. Ouais. Ouais, je pleurais vraiment facilement. Enfin, c'était hyper dur. Et en fait, le dernier été avant mon burn-out, on a fait un super voyage en Corse. Je n'ai pas vu la Corse. J'étais tellement crevée. Je me levais le matin, je me disais j'ai envie de rien faire. Je me rappelle d'un jour sur la plage, mon conjoint me propose d'aller faire du snorkeling et je me mets à pleurer. J'ai pas envie, je suis fatiguée. Oh ouais. Voilà. Ah ouais. J'arrivais plus à rien. T'étais à bout. Ouais, j'étais à bout. J'étais vraiment à bout et le moindre truc du quotidien était compliqué. Et en même temps, j'arrivais pas à me reposer. Enfin, voilà, j'avais tous ces signes-là et je savais que j'y allais. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai alerté le rectorat, etc., en disant si ça continue à me pressuriser comme ça, je vais exploser en vol. Et bon, voilà, la gestion humaine à l'éducation nationale, c'est une catastrophe. Donc, t'as continué. J'ai continué. Et puis je pensais à mes élèves, en fait. Donc, je pensais vraiment de vacances à vacances. Je me disais, tiens, jusqu'aux prochaines vacances, t'es épuisé, mais c'est pas grave. Tiens, tu te reposeras pendant tes vacances. Et puis, je me reposais effectivement un tout petit peu, ce qui faisait que j'arrivais à repartir quand même, parce que j'avais des projets avec eux. Et je me disais, mais tu peux pas planter tout le monde. Bon, c'est ce que j'ai fait finalement. Hein. Je les ai plantés à, je sais pas, 3 semaines après de faire le fameux voyage que je devais organiser, quoi. Que j'avais quasiment organisé, donc ça allait, mais j'étais accompagnatrice et je suis jamais revenue. Et je l'ai dit très vite à ma chef d'établissement, je lui ai dit, je ne reviendrai pas. Ouais, de toute façon, tu le savais. Ouais, je le savais. T'as tiré le fil au moment où le fil a lâché. Ouais. Tu savais qu'il n'y avait pas de retour possible. Non, quoi. Je l'ai su très vite. Est-ce qu'au niveau de justement, tu parlais de ton mari avec le chat, est-ce que tu as eu des signes, par exemple, des gens qui t'ont dit Louise, il y a quelque chose, comment tu te sens, etc. Soit tes proches, des collègues? Non. Non, personne n'a fait de remarques particulières. Personne n'a fait de remarques comme ça. Mon conjoint, il est assez dur au mal, hein, donc il a un peu une mentalité marche ou crève. Donc déjà pour lui-même, c'est quelque chose qui se dit pas. Donc pour les autres, ça se voit pas, quoi. Il se le dit pas non plus. Mes collègues, du coup, j'avais pas un super bon relationnel avec eux, à part quelques-uns, mais personne m'a dit là, arrête-toi, t'en peux plus. Tu vas droit dans le mur, quoi. Ouais, personne. Non, personne m'a dit. Même ta chef d'établissement? Non. Pas assez de. Ma chef d'établissement, en fait, c'était un petit établissement de campagne. Et en fait, elle comptait énormément sur moi parce que je prenais en charge beaucoup de missions. Et clairement, elle se disait, si je la perds, je suis dans la merde. Parce que les autres ne veulent pas faire ce qu'elle fait. C'est ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, dans les grosses structures de manière générale. Hein. C'est ça. Et typiquement, la rentrée que j'ai faite, je suis allée la voir. Hein. Je lui ai dit, mais je ne vais pas pouvoir prendre toutes les missions que j'avais l'an dernier, c'est trop. Et elle m'a clairement dit, mais personne ne veut le faire, je ne sais pas comment faire d'autre, quoi. Et comme je m'entendais bien avec elle, j'avais pas envie effectivement de la mettre dans une position difficile. Donc je me disais, qu'est-ce que je fais, quoi. Et du coup, il y a ce jour, donc ce point de bascule, donc le jour où tu sens que tu t'effondres. Voilà. Il se passe quoi? Tu te dis quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je me souviens être allée voir mon médecin le lendemain et m'effondrer en larmes et lui avoir dit, j'aurais aimé que vous me trouviez une maladie, j'aurais le droit de m'arrêter. Parce que justement, il y avait mon aménorrhée, il y avait mes problèmes de santé, donc on a fait plein d'examens. Elle pensait quand même à un cancer, elle ne l'a pas dit sur le moment, mais voilà, on a fait plein d'examens. Et il n'y avait rien. Et donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, j'aurais aimé que vous me trouviez une maladie, comme ça, j'aurais le droit de m'arrêter. Et quand elle m'a dit, mais écoutez, je vais vous arrêter. On va commencer par 15 jours, mais vous inquiétez pas, je vais vous suivre longtemps. Et on part sur un arrêt très long et je vais vous accompagner. Vous ne serez pas obligé d'y retourner. Ça a été le soulagement, en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont très mal vécu la période zombie, canapé lit. Moi, j'ai ouvert grand les bras et j'ai dit, viens, la période canapé lit, j'ai besoin de toi. Et je me suis laissée couler dedans. Et ce grand soulagement de me dire, ok, je ne suis plus obligée d'y aller, c'est fini. Et ce que j'entends, c'est que ce médecin, les mots que tu prononces, j'entends presque j'aurais voulu que, parce que comme si une maladie était légitime. Ouais.
Et du coup, comme on ne trouvait pas une maladie, alors que je sentais tous les signaux qu'il y avait en moi, mais qui, entre guillemets, visiblement, passent un peu partout, même si aujourd'hui, en fait, c'est des signes, mais c'est la somme de ce que tu as accumulé, je me sentais pas légitime, donc il a fallu que je tienne. Ouais. Et à un moment, tu lui dis cette phrase, et le soulagement, c'est quand tu as presque le ticket de ton tout-bib qui dit « Non, vous avez le droit et je vais vous accompagner ». Est-ce que ça te donne... J'entends presque un sentiment d'autorisation. Il y a quelqu'un qui m'autorise vraiment et qui entend que je suis à bout, quoi. Oui, ça a été ça, Ça a été ça parce que les profs, on a quand même beaucoup dans la société. On est vu comme un peu des fainéants qui savent pas bosser, qui bossent pas beaucoup. Les documentalistes, c'est pire parce qu'on est planqué dans notre bibliothèque, on fout rien. Dans l'imaginaire des gens, c'est beaucoup ça, et même de certains profs. Et donc, j'avais vraiment ce côté où j'arrivais pas à me l'autoriser, quoi. Et quand quelqu'un m'a dit non, mais en fait, vous avez le droit, ça m'a... Libération. Ouais, libération. Et justement, donc, je parlais de ton entourage. Et à ce moment-là, pareil, ton entourage, est-ce que au moment où toi, tu acceptes du coup de lâcher et que justement, tu dis j'accueille à bras ouverts, parce qu'effectivement, moi, j'appelle ça la période de Zombieland, canapé, lit, canapé, que j'ai vécu aussi pendant mon burn-out. Ça se passe comment avec tes proches à ce moment-là? Ils comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent pas quoi? Ils mesurent pas l'état d'épuisement dans lequel je suis. Ils comprennent que j'en ai marre de mon boulot de prof parce que ça, ils savaient que ça faisait longtemps que j'en avais marre, donc ils comprennent que j'ai plus envie d'y aller, mais pas mon état d'épuisement, donc ils s'attendent à ce que je continue à fonctionner normalement. Notamment mon mari au début, moi quand j'avais été faire les courses, j'avais tout donné de ma journée, j'étais cuite, je faisais la sieste, quoi. Et des fois, il arrive, il me disait mais t'as pas rangé la maison, mais pourquoi t'as pas rangé ce petit truc? Parce que pour lui, j'étais à la maison toute la journée, j'aurais pu débarrasser le plan de travail, par exemple. Et en fait, pour lui, c'était rien, mais pour moi, j'avais déjà tout donné juste avec les courses. Et ça, il a mis vachement de temps à comprendre l'état de fatigue dans lequel j'étais, quoi. Est-ce que tu as vécu, justement, donc l'étape de, OK, il y a le professionnel de santé qui me comprend et qui me donne le ticket, donc libération, donc j'ai le droit d'être arrêtée, donc on m'autorise. Et est-ce que du coup, ensuite, est-ce que tu as vécu un sentiment de culpabilité? Ou pas du tout? Genre, non, elle m'a donné l'autorisation ou... Non. Toi, parce que souvent, là, en burn-out, on a la culpabilité. Moi, je l'ai pas eu. En fait, ce que je me suis dit, ça va être assez trash ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé, c'est l'éducation nationale fait tout pour nous pousser à bout et nous mettre dans une situation où on n'a pas d'autre choix. Donc, ils ont eu ce qu'ils ont semé, en fait. Donc, je vais chercher d'autres solutions pour ne pas en arriver là. Tant pis, en fait. Tant pis, bien sûr. voilà. J'ai sonné la sonnette d'alarme. Moi, j'ai tenu jusqu'au bout sans même m'écouter. C'est ça. Et alors, j'avais plutôt plein de symptômes jusqu'à effectivement être déréglée. C'est ça, vraiment, voilà. Mon corps avait... voilà. Là, je m'écroule. Le médecin dit stop. Du coup, j'arrête. OK. Je l'ai peut-être eu un tout petit peu au début, mais c'est passé très vite. Franchement. Et du coup, pour sortir de là, comment ça s'est passé pour toi? Au début, je me suis beaucoup reposée. J'avais pas envie ni de parler, ni de faire quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'être chez moi, au calme. Je savais que j'avais du temps parce que mon médecin m'avait dit qu'elle me suivrait longtemps et qu'on parlait en mois, voire en années. Donc, je me suis vraiment autorisée, je pense, plusieurs mois où vraiment je réfléchissais pas à l'après. J'ai fait une cure thermale. Spécial burn-out, ça m'a fait du bien. Je savais même pas que ça existait, si, tu vois. Ça existe. Okay. Est-ce que là, pour le coup, je me permets, parce que des médecins avec autant de compréhension, etc., je sais qu'il y a de tout. Il y a des super toubibs qui accompagnent vraiment bien, comme certains qui, justement, ne croient même pas quasiment au burn-out aujourd'hui, pour en avoir discuté avec un médecin qui est spécialisé en burn-out. C'est elle, par exemple, qui te conseille ça ou voilà, c'est ma mère qui a travaillé dans une cure thermale en tant que kiné et qui gérait notamment dépression, burn-out. Alors, je suis pas allée dans la cure thermale où elle a bossé, parce que c'est à côté de chez mes parents. Et moi, ce que je voulais, c'était couper. Justement, plus être avec mon mari qui, sans le vouloir, me pressuriser un peu en me disant « mais fais des trucs, bouge ». J'avais besoin de couper, d'être toute seule dans un endroit où j'allais pouvoir me reposer et être avec personne d'autre. Donc, je suis partie dans les Pyrénées. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Donc ça m'a fait du bien. Bon, bien évidemment, j'ai été sous traitement médicamenteux le temps de remonter la pente. Et au début, j'ai fait que ça. Mine de rien, on est assez vite arrivé en décembre. Et en fait, à ce moment-là, j'avais toujours quand même mes problèmes hormonaux, etc.
Donc, on cherchait quand même ce qui m'arrivait. Et surtout, j'ai voulu avoir un enfant. Et très vite, en fait, on m'a dit que naturellement, ça allait pas être possible. Donc, en fait, j'ai passé une année en parcours de PMA, à peu près, un petit peu moins. À ce moment-là, Et en plus, à ce à un moment-là, moment-là, ouais, juste après le burn-out, enfin, j'étais à peine sortie du burn-out, parce qu'on m'a expliqué, en gros, ça urge, c'est maintenant ou il n'y aura pas jamais, d'enfant, enfin quoi. voilà. Donc j'ai fait ça et pareil, je me posais pas la question de la reconversion. J'ai failli ressombrer parce que c'est lourd un parcours de PMA. Ouais. Je l'ai arrêté en fait parce que c'était trop dur et que je me revoyais replonger et je me suis dit ben non, enfin Faut plonger quasiment comme pour le burn-out, enfin, ouais, il y a énormément de charge mentale. Il y a énormément de charge mentale, il y a les traitements hormonaux qui dérèglent complètement l'humeur. Sachant qu'à mon avis, tu n'avais pas totalement soigné Non, ta fatigue, non, donc je pense que clairement, oui, quelqu'un qui est en bonne santé en PMA Ouais, déjà ouais. trouve ça difficile. Ouais. Je pense toi, à peine en sortie de Ouais. burn-out, parce que sortie de burn-out, il faut savoir que la stat moyenne, sachez-le, d'arrêt, c'est 14 mois en Ouais. France. Ouais. Je sais plus si c'est en France ou en Belgique, Ouais, d'ailleurs, ouais. à titre d'info. Je crois que c'est en Belgique, parce qu'en Mm. Belgique, ils peuvent mettre burn-out, et nous, on n'a pas vraiment Bah oui, oui. de statistiques, parce Non. que ça vient Nous, seulement... on met état dépressif ou un truc comme ça sur les arrêts. Donc, en fait, Exactement. Donc, il n'y a pas vraiment ouais. de stats. Ça va arriver parce que le Conseil d'État vient le 4 août de dire que ça y est, on peut arrêter pour burn-out. Mais effectivement, donc là... Ouais, ça aidait pas. Ça aidait pas. Mais bon, comme on me disait, c'était la dernière chance. Je me suis mis à fond dedans. Bien sûr. Parce que je voulais pas avoir de regrets. Bien sûr. Donc ça nous a amené à une année et demie presque d'arrêt, jusqu'au moment où, pareil, j'ai dit stop au parcours de PMA parce que c'était trop dur et que c'était en train de me refaire péter un plomb. Et je me suis dit, je veux pas être maman à ce prix-là. En plus, voilà, le parcours se passait pas bien. J'ai eu une intervention chirurgicale au niveau de l'utérus. Enfin bref, pareil, suspicion de cancer, masse bizarre. Donc, ouais, ça a été trop dur. Très, très dur. Donc pareil, j'ai dit stop, on arrête. Je peux pas dans ces conditions-là. Et c'est à partir de là, donc au bout d'1 an et demi, que j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. Donc je suis allée voir une psy. J'ai pris le temps de me dire maintenant, il faut penser à ce que tu vas faire après. Je me suis fait coacher une première fois pour faire une sorte de bilan de compétences. C'était pas tout à fait un bilan de compétences, mais un bilan de compétences. Et ce qui est ressorti de ce bilan de compétences, c'est pourquoi pas art thérapeute. Parce que j'aime l'art depuis que je suis enfant. Je pensais pas pouvoir vivre du métier d'artiste. J'avais pensé à des métiers type prof de yoga parce que j'adore le yoga. Bon, j'ai pas le physique d'une prof de yoga, mais je me disais pourquoi pas. Il y a un physique de prof de yoga ? Enfin, des compétences physiques. Okay. J'ai pas les compétences physiques d'une prof de yoga. Je m'étais dit pourquoi pas sophrologue, hypnothérapeute. Enfin, j'avais pensé à plein de choses comme ça. Quel est le lien entre sophrologue et art thérapeute ? Enfin, là pour le coup, c'est vraiment de la curiosité. Ouais, dans ta tête, du coup. Ouais, dans ma tête. Alors, art thérapeute, je ne savais pas que ça existait avant que cette personne m'en parle. C'est elle qui m'a dit qu'on pouvait allier l'art et la thérapie. Pourquoi j'avais pensé à ces métiers-là ? En toute honnêteté, parce que c'est des formations courtes. Et que moi, je cherchais des métiers que je pouvais exercer en étant indépendante et assez rapidement parce que je ne pouvais pas repartir dans plusieurs années d'études. Donc voilà pourquoi j'étais sur ces métiers-là et que ça m'avait l'air accessible comme formation en termes de tarifs, en termes de temps, en termes d'installation. Ça ne demande pas du matos, un budget pour s'installer comme ce serait pour un commerce ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi j'avais imaginé ces choses-là. Et donc, en discutant avec la personne qui m'a coachée, elle me parle du métier d'art thérapeute. Parce qu'on part quand même de mes centres d'intérêt, donc pour l'art, la créativité, etc. Et je me dis, ah bah ouais, ça a l'air génial. Donc, je me forme, je trouve une formation en distanciel. Mais une formation de quoi ? D'art thérapeute. Ok. En distanciel, mais en même temps, en fait, ma prof était à La Réunion et moi, j'étais en visio, mais en direct. C'est-à-dire que les autres étaient en cours avec elle et moi, j'étais l'élève ordinateur, quoi, qu'on me déplaçait régulièrement pour avoir bien le son, etc. Parce que c'était vraiment avec elle que j'avais envie de me former. C'était une formation d'1 année. Je trouvais ça génial. J'ai adoré, j'ai appris plein de trucs. On a vu un peu de PNL, voilà, même sur l'histoire de l'art. On a vu vraiment plein de choses super intéressantes. Et après, j'ai essayé de me lancer. Et en fait, donc j'ai ouvert un cabinet. Et je pense que j'ai vraiment pris soin de mon burn-out une fois que j'ai ouvert le cabinet et que j'ai ressenti à nouveau des symptômes.
Attends, je te coupe parce que Ouais. je me permets. Moi, j'ai le souvenir que tu faisais de l'hypnose. Oui, je me suis remis aussi à l'hypnose. Je faisais Ouais. les deux, en fait. Ok, parce Ouais, que je faisais les deux. Mince, quand je Non, te non, connais, non, du non. coup, je me permets de parce Ouais, ouais. qu'effectivement, quand Ouais. bon, on va arriver au moment où on s'est Ouais, vu, mais j'ai souvenir, j'ai un cabinet Ouais. d'hypnose. Je dis, mais il est où? Mais oui, oui, oui. Ok. Mais j'avais les deux, en fait. J'avais art-thérapie, hypnose. Hmm. Je focusais beaucoup mon discours sur l'hypnose parce que l'art-thérapie étant moins connue, la porte d'entrée, c'était l'hypnose, même si à la base, ce que je voulais, c'était l'art-thérapie. Donc déjà, j'avais du mal à assumer encore le côté artiste. Et je voulais accompagner justement les personnes qui faisaient un burn-out ou qui avaient fait un burn-out parce que moi, je l'ai vécu comme une chance. Il y a plein de gens qui l'ont vécu comme un traumatisme. Moi, ça a été la chance d'enfin pouvoir arrêter quelque chose que j'aimais pas et envisager une suite. Et je me disais, j'aimerais bien pouvoir transmettre ça, que c'est pas forcément un truc horrible, même si c'est pas marrant, on va pas se mentir, mais que ça peut devenir une opportunité et quelque chose qui nous pousse à aller vers quelque chose de mieux pour nous. Et donc, j'ai ouvert ce cabinet et ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. J'ai à nouveau ressenti des symptômes proches de ce que je sentais avant. Tu pourrais les réénumérer? J'étais à nouveau très fatiguée, très angoissée. J'avais à nouveau des douleurs, des insomnies, question de sens, enfin vraiment pas bien. Des maux de tête, enfin voilà, j'avais vraiment tout ça. Alors que là, tu es à ton compte. Alors que j'étais à mon compte et que je m'étais dit, là, je fais vraiment un truc où je m'éclate. Je fais pas des pieds et des mains pour quitter l'éducation nationale, parce que ça a été dur de quitter l'éducation nationale, pour me faire un job alimentaire qui me gonfle, quoi. Je veux vraiment, vraiment m'éclater. Et je m'éclatais pas du tout. Et en plus, ça marchait pas. Et je pense que jusque-là, j'avais pas vraiment pris soin de tout ce qui s'était passé. Et tu entends quoi par tout ce qui s'était passé? La perte de sens, la crise d'identité, parce que même si je me suis jamais sentie à ma place en tant que prof, c'est vraiment presque une communauté, quoi. Il y a un côté très corporatiste et ça fait partie de ton identité, d'être Je prof. suis prof. C'est ça. Je suis prof des écoles. Voilà. Ah, voilà. Tu dis pas je fais prof ou j'exerce le métier de prof, tu dis je suis prof. Donc il y avait quand même ce côté crise identitaire. Faut savoir que moi je fais partie des gens qui n'ont jamais trop su ce qu'elles avaient envie de faire de leur vie. Pour ça aussi que j'ai été prof. Et donc je m'étais pas vraiment reconfrontée encore à ça, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qui j'ai vraiment envie d'être. Ce qui m'avait mené à mon premier burn-out. Et je pense que j'ai senti que je pouvais en faire un deuxième assez facilement. Je me mettais énormément la pression. La pression, pourquoi? De l'argent, beaucoup. Il y avait beaucoup de la peur que ça marche pas. Alors j'avais le chômage, donc j'étais pas aux abois, mais je me disais, il faut que ça marche, il faut que je gagne de l'argent, il faut que ça marche, il faut que je gagne de l'argent. Il y avait beaucoup ça. Donc j'avais peur de pas avoir de clients, donc pas d'argent. Et, voilà. Encore le sujet de sécuritaire qui d'ailleurs t'avait amené à prof. Ouais. Et alors, du coup, non pas que je veux orienter, parce que je le sais, mais effectivement, tu l'as dit, je découvre l'art-thérapie, j'adore, je me forme aussi un peu plus à l'hypnose, donc j'ai les deux. Ouais. Mais identitairement, j'assume pas encore d'être artiste ou art-thérapeute. Donc d'ailleurs, même avec moi, tu t'étais présentée comme ça à hypnose. Ouais. Donc, je me présentais en tant que thérapeute, en fait. Ouais. Sur ma plaque, il y avait marqué thérapeute, hypnose art-thérapie. C'était ça qui avait marqué sur la plaque devant mon cabinet. Et le manque de sens, il vient d'où à ce moment-là? Qu'est-ce que tu me dis, je sens un manque de sens, mais qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Bon, déjà, je pense que j'avais un gros syndrome de l'imposteur. À quel niveau? Parce que j'accompagnais des gens j'en ai pas accompagné beaucoup, mais quelques personnes pour sortir des symptômes que j'avais moi-même et que j'arrivais pas. Je leur donnais des conseils que je m'appliquais pas moi-même. Donc il y avait beaucoup ça en fait, où je sentais une dissonance de ouais, mais en fait t'es pas encore complètement sorti. Et puis du coup, tout ce cabinet, et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, c'est au moment où tu l'ouvres et au moment où tu ressens ça, il se passe combien de temps d'ailleurs? Alors, j'ai ouvert officiellement en juin, mais il faut savoir que sur Poitiers, juin, juillet, août, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je démarre en septembre. Et je crois que je commence à sombrer très vite. Novembre, décembre, déjà, je suis pas bien, quoi. Ah ouais, donc tu sens tout de suite qu'il y a un truc qui est... C'est pas aligné dès le départ. Ouais. Il y a un truc qui est dissonant dès le départ. Et du coup, tu fais quoi? Par hasard, je te trouve sur les réseaux, parce qu'on est sur la même thématique du burn-out, donc les réseaux finissent par te proposer à moi.
je lis ce que tu fais et je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'être accompagnée et je me fais coacher. Ok. Parce que clairement, ma psy, pour tout ce qui est pro, c'est pas son champ de compétences et elle me le dit assez vite en fait. Et donc, je sens que j'ai besoin d'un truc plus lié à mon identité professionnelle. Et donc, voilà, je me fais accompagner, je me fais coacher. Ok. On va pas être là pour Non. parler du coaching, Ouais. mais voilà. Donc, tu as cette phase-là, donc tu te fais accompagner, donc ok, c'est effectivement c'est mon accompagnement. Il se passe quoi? Pendant l'accompagnement, moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est tu m'as dit, mais Louise, ça marche pas, mais parce que t'as pas envie de faire ça, en fait. Tu me l'as dit assez vite. Ça me dit, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et moi, je te dis, comment ça, j'ai pas envie de faire ça, si. Et j'ai mis vachement de temps à déconstruire et à m'autoriser à me dire, parce que je me suis formée, mes formations m'ont coûté de l'argent, j'y ai passé du temps. T'as ouvert un cabinet? J'ai ouvert un cabinet. Donc, c'était difficile de me dire, attends, j'ai fait tout ça et en fait, je vais pas y aller. Et en plus, mon entourage me le disait aussi. Me disait, mais attends, tu t'es formée, tu viens juste de démarrer. C'est normal que ce soit dur au début. Peut-être qu'il faut persévérer. Donc, voilà, au début du coaching, c'était ça. Et assez... Pas rapidement, non. Enfin, ça a mis vraiment toute la période du coaching jusqu'à ce que j'ose me dire, en fait, ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est travailler dans le monde de l'art. Et alors, du coup, là, c'est un peu l'avantage quand je connais, parce que là, pour le coup... Quand tu dis en plus j'ai toujours voulu, est-ce que tu pourrais expliquer quand même, si t'es OK, tes études? Parce que, moi, j'ai souvenir de notre entretien de découverte. Donc, ça fait plus d'1 an. Du coup, ça va faire 1 an, je sais plus. Et je crois que tu me dis à ce moment-là, je pars en histoire. Qui avait peut-être même, je sais pas si c'est l'histoire de l'art ou... J'ai fait les deux. Voilà, histoire de l'art. Et je crois qu'à un moment, il y a ce fameux croisement, c'est que même au niveau de tes études, si tu avais vraiment écouté, tu serais partie dans l'art, peut-être l'histoire aussi, mais l'art, il s'est pas passé quelque chose, rien qu'à ce moment-là déjà, l'art était déjà présent, mais il y a une bifurcation. L'art était déjà présent, ouais. Non, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'était quand même vraiment bosser dans le monde de l'art. Alors, au lycée, je voulais... ceux qui ont à peu près mon âge vont comprendre la ref. J'étais fan de Charmed. Et je voulais faire comme Pro Halliwell, je voulais être commissaire-priseur. Donc, à la base, je voulais faire ça. Bon, il se trouve que j'y suis pas allée pour plein de raisons. Il fallait faire un bidog à Paris. C'est des métiers, pareil, j'ai eu peur parce qu'il faut avoir énormément de réseaux, il faut avoir de l'argent à la base pour pouvoir acheter, je sais plus comment ça s'appelle, un office, un bureau. Bref, je suis pas allée. Et donc après, très vite, je me suis dit, je veux travailler dans les musées. Et donc, j'ai fait histoire de l'art pour ça. Mais non, à aucun moment avant, je m'étais dit, je peux devenir artiste. Je viens d'un milieu où ma propre mère est artiste. On lui a dit que c'était pas un métier. Elle a été kiné pendant des années. Et elle aurait aimé faire un métier d'artisanat d'art, par exemple. Mais elle venait d'une famille, on lui a dit, c'est pas un métier, ça. Et moi, je pense que je l'avais tellement intégré qu'à aucun moment, je me le suis autorisée, ne serait-ce que de le penser, que je pouvais faire ce genre de métier d'artisanat d'art, etc. Mais c'est vrai que les choses qui avaient pu m'attirer, c'était l'école du Louvre, c'était ce genre de choses. Mais ça m'a juste traversé l'esprit très, très rapidement, quoi. Parce que la preuve, dans ta lignée, artiste, c'est la côté éventuellement, c'est le dessin du week-end, mais il faut un vrai travail pour être en sécurité, quoi. Et il me semble j'ai eu plusieurs en coaching d'artistes, de vrais artistes qui n'ont pas voulu entendre qu'elles étaient des artistes. Donc, je pense que j'ai dû le faire avec toi. Quand je pose la question, artiste, c'est quoi les 3 premiers mots qui te viennent? Je l'avais fait ou pas? Je l'avais fait ça là. Ok. Est-ce que tu te souviens? Moi, je m'étais dit, c'était soit la personne de la bourgeoisie qui n'avait pas besoin de travailler parce qu'elle était entretenue par sa famille, soit vraiment la vie de bohème, limite dans un squat de punk à chien, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a travaillé dessus pour enlever cette image de... Je peux pas être artiste, je peux pas m'autoriser à être artiste parce que moi, quand tu me dis artiste, j'ai ces 2 visions. Donc là, je le suis pas de fait parce que ma famille est pas comme ça. Donc ça veut dire que j'ai quasiment l'autre version qui est possible pour moi. Donc avec tout mon sujet de la sécurité qu'on entend qui enfile, je peux pas m'autoriser à être artiste. Donc on a fait tout un travail effectivement de déconstruction, etc. pour s'autoriser. Mais à la limite, peu importe, mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu sens que tu peux t'autoriser, que c'est ça en fait, c'est ça qui te fait vibrer, tu t'autorises à dire ok, mon cabinet dans lequel j'ai investi du temps, de l'argent et plein de choses,
je mets de côté, ou peu importe, je sais pas ce que tu dis d'ailleurs, où j'arrête, et tout d'un coup commencer à ouvrir l'espace, à se dire, non mais en fait, ce que je veux faire et ce que je suis, je suis une artiste. En fait, ça c'est aussi un exercice que tu m'avais proposé de faire et qui m'a beaucoup aidé, c'est j'ai regardé ce que d'autres artistes faisaient. Parce que moi, j'avais un gros syndrome de l'imposteur en tant qu'artiste. J'ai pas fait de formation académique. J'ai pris des cours quand j'étais gamine dans les centres d'art de ma petite ville de province. Mais j'ai jamais fait de formation poussée. Et je me disais, ce que je fais, c'est pas ouf. Techniquement, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Donc déjà, j'ai déconstruit tout ça. D'aller voir du côté de ce que d'autres gens faisaient pour me dire, en fait, si ce que je fais, c'est valable, ça a de la valeur, je suis pas nulle. J'ai encore besoin de travailler là-dessus parce que des fois, ça me revient. Mais voilà, j'ai beaucoup dépassé ça. Il y avait aussi le fait que je voulais pas forcément monnayer mon art. C'est-à-dire, je veux pas me mettre de pression, ni de productivité, ni de devoir faire des thématiques qu'on m'impose parce qu'il faut vendre ou parce que je fais des partenariats ou des choses comme ça. J'ai vraiment envie d'être libre parce que pour moi, c'est un grand espace de liberté et je veux pas le perdre. Et en fait, ce que j'ai fini par me dire, c'est que je vais concilier la création pour moi et la transmission, qui est quand même quelque chose qui m'a toujours animée. Et pareil, il a fallu qu'on travaille le syndrome de l'imposteur, de je suis légitime à transmettre ce que je sais déjà. Et donc, l'équipe s'est trouvée comme ça en me disant je vais ouvrir des cours en fait d'art. Le cabinet devient un atelier, mon atelier, mais l'atelier que j'ouvre aux autres. Et en fait, ce qui va me permettre de gagner de l'argent, c'est la transmission. Et si je vends, c'est très bien, mais je ne veux pas me mettre cette pression-là financière en fait sur ma créativité parce que je voudrais pas que ça me gâche le plaisir que j'ai à le faire en fait. Et il se passe quoi quand tu t'autorises ? Déjà, de la même façon que quand je me suis autorisée à ne plus aller à l'éducation nationale, un grand soulagement. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Là où c'était laborieux et où je n'arrivais à rien dans le côté thérapeute, là, j'arrive à en parler super facilement. J'ai la vision qui vient super facilement de ce que je veux et de comment je veux faire mes cours. Et j'ai plein de trucs que j'avais contactés. Par exemple, j'avais contacté le musée de ma ville pour essayer de faire des partenariats avec eux, qui me recontactent, et là, il y a tout qui s'ouvre et j'ai plusieurs perspectives qui s'ouvrent de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Donc, merci de le partager parce que c'est intéressant pour résumer, au fond de moi, tout mon corps réclame le fait, puis je pense qu'il y a de génétique, maman était artiste refoulée, vraiment il faut casser la chaîne. C'est ça. Voilà. Et tout m'appelle à ça, mais voilà, je suis ce qu'il faut faire, ce qui est logique de faire, ce qui est sécurisant de faire. Première fois, je dis ok, je renonce au job sécuritaire autour de l'éducation nationale, enfin en tout cas au niveau du fonctionnaire en France. Je pars sur un autre job. Ok, art thérapeute, ça me parle. Je rajoute l'hypnose, mais je suis d'abord thérapeute hypnose, art thérapeute en petit, en sous-titre d'abord. Et je relance quelque chose et je comprends pas. Je revis en termes de symptômes, mais beaucoup plus vite, parce que mon corps sait déjà les mêmes symptômes que lors de l'éducation nationale. Tu te fais accompagner et là, enfin, tu t'autorises à se dire non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est ça. Et là où il y avait de la résistance, justement, dans ton cabinet thérapeute hypnose, petit art thérapeute, là, tu deviens art thérapeute. Je sais pas comment tu dis d'ailleurs, tu dis je suis artiste. Ouais, je suis artiste et prof d'art. Ouais, je suis artiste et prof d'art. Voilà, c'est dit, c'est assumé. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu dis ok, je le dis, je le fais savoir, je le communique, c'est beaucoup plus fluide. Et là, j'ai des perspectives qui s'ouvrent à moi, des partenariats, je crois que voilà, des choses. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Alors après, je renonce pas du tout à ce que j'ai appris parce que l'art-thérapie m'apprend à mettre un cadre très bienveillant et très sécurisant dans mes cours. Et c'est pas tous les cours, moi pour en avoir testé pas mal, ados, adultes, c'est pas tous les cours où il y a ce cadre sécurisant, bienveillant qui permet de s'exprimer librement, d'oser, etc. Et ça, c'est vraiment l'art-thérapie qui me l'a appris.
Et l'hypnose, en fait, maintenant, je fais des hypnoses autour de l'art, et notamment dans les partenariats. Donc, avec le musée, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est des visites et des voyages imaginaires avec des techniques d'hypnose pour se relaxer, mais aussi pour voilà, muscler son imaginaire, sa créativité à travers des œuvres du musée. Donc, en fait, ce que j'ai appris, rien ne se perd, juste je les Exactement. utilise complètement différemment. Et là où j'aurais T'en fais de pu... l'art. C'est ça, Est-ce que tu vois que ouais. là où tu mettais bon, thérapeute, hypnose, non, Mm, en fait, c'est l'inverse. ouais. C'est je suis artiste, Mm, professeur mm. d'art, mais mes autres fonctions soutiennent mon C'est ça, art c'est et non exactement ça. l'inverse. Et l'art des autres, et la Hmm. créativité des autres, et c'est plus l'inverse. Et en fait, ça me correspond mieux d'accompagner les gens à s'élever dans quelque chose qui leur fait du bien, plutôt que de les accompagner à réparer quelque chose. Enfin, je sais pas comment le dire, mais bon, voilà, quand quelqu'un vient et qui va pas bien, c'est pas moi qui le répare, hein, il se répare tout seul, mais on les accompagne à ça quand même. Et en fait, j'ai plus envie d'aller du côté de on soutient ce qui va bien pour justement éviter bah, les effondrements, de pas aller mal. C'est vraiment des bouffées d'air, en fait, ces moments-là. Et du coup, c'est quoi ta vision bah, de l'art, Ouais. d'accord? Ta vision à toi de l'art, parce que je la connais, mais je trouve ça Mm. intéressant que tu la partages. Moi, donc déjà, la vision de l'art, c'est un moyen de s'exprimer, Mm. avant toute chose. Avec ou sans parole, parce qu'on peut avoir de l'art où on dessine et on écrit à côté. Il y a pas mal d'artistes qui font ça, mais on n'est pas obligé de mettre des mots sur ce qu'on a envie d'exprimer. C'est du coup ce qui fait un langage universel. Pour moi, ça crée du lien, l'art. Par exemple, je dessine beaucoup en voyage, je fais des carnets de voyage, et ça m'a toujours permis de connecter avec des gens, parce que les gens viennent voir ce que je fais. Même si on parle pas la même langue, on arrive à communiquer quand même. Parce que c'est Donc, universel. c'est universel, donc c'est quelque chose qui relie vraiment les gens, et un moyen d'expression. Enfin, si les êtres humains créent depuis la nuit des temps, c'est pour s'exprimer, pour laisser une trace, et je pense que tout le monde a ça en soi. Et je suis pas du tout pour de l'art élitiste. Je pense que tout le monde peut créer avec ses moyens, son propre langage. Après, bah, les profs sont là pour aider à dépasser les limites quand on se sent limité dans les moyens qu'on a. Mais en fait, tout le monde peut créer, tout le monde a quelque chose à exprimer, à dire. Et ça devrait pas être réservé à une élite. Notamment l'art plastique, ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui vont aller faire un concert, peut-être essayer de jouer un peu de musique, danser. Par exemple, la danse, tout le monde danse plus ou moins bien, mais tout le monde danse. Alors que l'art plastique, il y a un côté élitiste, il y a plein de gens qui osent pas aller dans les musées parce qu'ils disent qu'ils comprennent pas. C'était pour ça que je voulais faire de la médiation culturelle, c'était pour transmettre le bienfait que moi ça m'a apporté. Euh, et dans la pratique, c'est pareil, il y a plein de gens qui se disent mais je sais pas dessiner, je suis pas créative, alors qu'en fait si, enfant on le fait tous, on se pose pas de questions. Et c'est à force d'avoir eu des mauvaises notes en cours d'art plastique, ou un prof qui nous disait que c'était nul, ou que c'était pas bon, ou machin, qu'on a arrêté. Ou parce qu'on se disait que ça servait à rien, alors qu'en fait, ça sert à plein de choses. Et selon toi, ça développe quoi? Justement, l'art plastique ou L'art l'art. plastique, ouais. Alors déjà, il faut savoir que pour la gestion du stress, c'est génial. Les neurosciences ont prouvé que 3/4 d'heure de pratique artistique, ça fait descendre le niveau de stress de façon hyper importante. Donc ça peut être juste une bulle de détente dans la semaine, mais ça apporte plein de choses, hein, de la confiance en soi. Quand on arrive à faire ce qu'on a en tête, et ben, on est super fier de soi. Ça apporte de la persévérance, parce que ben, l'art, comme dans beaucoup de choses, c'est j'essaye, j'expérimente, ça fonctionne pas, j'essaye autrement, je réessaye. Donc on apprend à persévérer. Ça apporte, pour les enfants, c'est intéressant parce que ça leur permet de se poser, d'apprendre à se concentrer. Moi, la façon dont je fais mes cours, ça apporte du vivre ensemble, d'apprendre à partager un espace. On a à la fois l'espace personnel qui est l'espace de notre feuille, mais l'espace collectif qui est l'espace de l'atelier. En fait, ça permet de développer vraiment, vraiment plein de choses, de mieux gérer ses émotions. Et sans avoir besoin forcément de parler, on peut juste peindre quelque chose, sortir ce qu'on a à sortir. Et après, ben, moi, je suis habilitée. Si la personne a envie d'en parler, et ben, comme je suis formée en tant que thérapeute, je peux l'accompagner, elle peut verbaliser en séance ou pas. Mais non, non, ça a vraiment plein de vertus et plein de bienfaits. Et tout le monde devrait
avoir un espace qui ressemble à ça dans sa vie, en fait. Que ce soit de l'art, du sport, peu importe, mais s'autoriser ces moments-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, tu parles des enfants. Il y a une statistique aujourd'hui sur le manque de concentration Ouais. des enfants avec aujourd'hui l'utilisation des portables, de leur portable et de l'informatique à tout bout de champ. C'est hyper intéressant que si vous avez des enfants, d'ailleurs, si vous êtes sur Poitiers, parce que Louise a son atelier sur Poitiers ou juste à côté, effectivement, c'est en fait l'art, enfin, je sais que tu n'as pas dit ce mot-là, mais il y a aussi cette bulle où on n'est plus sur nos téléphones à recevoir quelque chose, mais pouvoir se connecter à soi et à son imaginaire, à son imaginatif et à ses émotions et le mettre sur papier et de créer un espace de connexion à soi et de concentration pour extraire une substance, une matière, une émotion partant de soi, alors qu'on est totalement d'une société qui nous oblige à totalement l'inverse de ça. Et donc voilà, je pense que effectivement, tu as raison, quand tout le monde devrait avoir une bulle de ça dans sa vie, parce que ça va permettre de contrebalancer toutes les heures qu'on passe à être complètement défocus de soi, alimenté par l'extérieur, etc. Donc voilà, et toute cette partie imaginative. Aujourd'hui, on n'arrive plus à être dans l'imaginaire. Ah non, mais c'est fou. Hein. Moi, j'ai des élèves où je faisais des travaux avec des profs de français, par exemple, où on devait leur faire des petits textes d'imaginaire. Mais ça devient compliqué. Hein. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que on est dans une société où il n'y a plus justement d'imaginaire, parce qu'en fait, on nous livre tout sur un plateau avec nos téléphones. Dans un autre épisode, je parlais d'une étude de Velux, pour le coup, qui expliquait qu'aujourd'hui, 90% des enfants sont des enfants dans ce qu'on appelle des enfants d'intérieur, versus ce qu'on appelle les enfants aujourd'hui ne jouent plus dans les arbres, à créer des cabanes, etc. C'est genre des enfants d'intérieur. Et effectivement, à l'intérieur, pourquoi ? Parce qu'ils sont scotchés à l'intérieur entre quatre murs et sur des écrans, que ce soit par la télé, par l'ordinateur, par le téléphone, versus certainement ta génération et ma génération, où moi, je prenais mon vélo. En plus, j'habitais dans un hameau, donc autant te dire, nos parents en avaient moins de sécurité qu'en ville, mais on prenait nos vélos, on allait jouer entre gamins, on allait dans la forêt, on faisait des aventures, on découvrait. Pourtant, j'ai eu ma Nintendo et ma Super Nintendo, et j'avais aussi ces moments-là, mais je passais énormément de temps à l'extérieur. Et aujourd'hui, on manque de ça. Et, oui, mais clairement. Et l'idée, c'est de reconnecter à ça. Les ados, encore plus. Moi, je me souviens, après le confinement, j'avais demandé à mes élèves s'ils étaient contents de revenir. Bon, à l'école, forcément, ils te disent mais je leur dis, vous êtes quand même contents de retrouver les copains ? Ah bah, on les avait par chat à longueur de journée. Moi, j'ai pas besoin de les voir, mes copains. Ok, moi, ça m'avait scotché, quoi. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais dans ce que tu pratiques, le lien. Parce que je sais qu'il y a une valeur qui est assez forte pour toi, et on fera plusieurs rebonds là-dessus, c'est l'intergénérationnel. Parce que fois, je me trompe entre transgénérationnel et intergénérationnel. Tu sais que, par exemple, je sais que tu fais des ateliers où tu dis aux parents, aux enfants, peut-être même aux grands-parents, de venir avec leurs enfants et leurs petits-enfants pour partager des moments de créativité, d'imaginaire à côté, créer ce lien. Ça t'est venu comment, ça ? Pourquoi c'est important pour toi ? Pourquoi c'est important pour moi ? Je pense que ce qui est surtout important, c'est de créer du lien. Moi, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai eu du mal à trouver ma place. Je me suis sentie assez seule. J'avais du mal à nouer des relations. Et à pouvoir me sentir autorisée à être moi-même et acceptée dans ce que j'étais. Notamment à l'adolescence, ça a été très compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore, je pense, moins simple pour les jeunes. Et puis, pareil, en tant que prof, je voyais beaucoup d'ados et de parents qui ne partageaient pas grand-chose ensemble. Et moi, l'art, c'est quelque chose que j'ai toujours partagé avec ma mère. Depuis que je suis gamine, je vais dans les musées avec ma mère. Quand elle peignait, des fois, je me mettais à côté, je bidouillais un truc. Et en fait, c'est des super beaux moments qu'on peut partager ensemble. Donc j'avais à cœur d'offrir ça. Et puis, même si c'est pas entre parents et enfants, je trouve qu'à tous les âges, on a des choses à s'apporter. On est trop dans l'idée que les adultes savent mieux que les enfants, que les ados. C'est ce que j'ai vécu en tant que prof, notamment où j'étais en position de sachante. Et puis, voilà. Et en fait, dans les cours comme ça, les enfants, ils ont beaucoup à apprendre aux adultes parce qu'ils se posent moins de questions. Ils vont y aller, ils vont faire l'activité sans se dire est-ce que je fais bien, est-ce que ma couleur c'est la bonne, est-ce que ma tête elle ressemble à une vraie tête.
Et ils peuvent apporter beaucoup aux adultes aussi en termes de lâcher prise. Et j'avais vraiment envie aussi de remettre cette dynamique-là que il n'y aurait pas si je faisais des tranches d'âge, que entre adultes, que entre ados, que entre enfants. On se mélange plus assez aujourd'hui en fait. Et la différence, on l'accepte plus assez. Et du coup, c'est un truc dont je rabâche. Il y Ouais. a beaucoup d'épisodes où on l'entend, Ouais. mais ça me fait penser au documentaire Zone Bleue. Je l'ai pas vu. Ah, voilà. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais je vais le rabâcher. D'ailleurs, il faudrait que je le re-regarde à force d'en reparler. Mais Zone Bleue, c'est ce reportage qui explique... Il y en a qui vont dire, elle en reparle encore, mais écoutez-le si vous ne l'avez pas vu, au moins, vous allez comprendre pourquoi j'en parle autant. Non, Zone Bleue, c'est ce reportage, je crois, qui était sur France TV, donc je ne sais plus quelle chaîne, il y a quelques années, où des personnes ont été voir les 5 villages dans le monde où les personnes vivent le plus longtemps. Donc je crois que je sais plus, c'est Sicile ou Sardaigne en Europe, près d'Okinawa au Japon. Enfin, j'ai oublié, il faudrait que je le regarde. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, précisément, il y a un taux de personnes de plus de centenaires, en tout cas le plus centenaire, X fois supérieur à la moyenne. Donc bien évidemment, ils ont été regarder l'alimentation. Donc oui, effectivement, ils ont une alimentation plutôt végétale. Donc c'est pas forcément végétarien, mais végétale principalement, crue, nature, locale, huile d'olive. Ils expliquent ça. Mais en même temps, ça, on en retrouve aussi dans d'autres périodes, endroits de la France. Ils habitent en bord de mer, oui, mais aussi au niveau des littoraux. Il y en a plein. Ouais, ils ont plusieurs facteurs. Donc effectivement, ils cochent tout ça. Mais la plus grande différence qui retrouve ici majoritairement ailleurs, c'est justement que les personnes à cet endroit-là vivent en intergénérationnel. Les personnes âgées ne sont pas coupées de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils sont donc stimulés jusqu'une grande partie de leur vie, en plus effectivement des éléments santé que je viens de citer, qui est une grande différence. Et ça, que je crois que je l'ai dit dans un autre épisode, où aujourd'hui, et on va pas reparler de ça, mais voilà, aujourd'hui on a tendance à mettre entre guillemets nos vieux dans les EHPAD, où on sait que la moyenne, j'ai bien la moyenne, de gens qui durent dans les EHPAD, c'est 6 mois. Donc ça t'explique, voilà, même si aujourd'hui des personnes n'ont pas le choix, etc. L'idée, c'est pas le juger, mais c'est juste de prendre conscience de ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est un truc dont on a parlé, moi, qui me touche beaucoup, parce que moi-même, là, en vieillissant, tu vois, j'ai pas de regrets dans ma vie, très peu, mais il peut y avoir ce côté où maintenant, moi, j'ai plus de grands-parents. Pour le coup, ils sont tous partis. Et il y en a avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Mais il y a une part de moi qui me dit, tiens, aujourd'hui, je me dis, j'ai peut-être pas passé assez de temps sur la fin avec eux. J'ai plein de questions aujourd'hui parce que ma vie n'est plus la même, je me pose pas les mêmes questions, où je me dis, mais ils auraient pu me raconter tellement de choses, ils auraient pu m'apprendre tellement de choses à plein d'endroits. Tu peux prendre dans la cuisine, dans l'art, dans la vie, dans l'histoire, voilà. Et j'ai plein de conversations que j'aurais peut-être aimé avoir aujourd'hui ou même il y a quelques années, que j'ai pas eu parce que on était plutôt occupé à faire autre chose. Et c'est là que tu te rends compte de du pouvoir de nos anciens. Et du coup, elle le sait pas. Du coup, je fais un petit coucou à Lucie, qui a Bref de psy, Bref de vieux. Vous pouvez regarder ses livres où justement, je prends Bref de vieux. Dans son livre, elle est partie de ses grands-parents et des personnes âgées qu'elle connaissait. Elle a écrit un livre de leurs histoires autour d'eux pour leur redonner mémoire, de leur redonner vie. Donc, vous pouvez aller voir Bref de psy. Elle a un pseudo, donc je ne sais plus quel est son pseudo, mais et là, c'est Bref de vieux dont je parle. Donc, vous pouvez aller regarder. Je crois que vous pouvez trouver sur Amazon ou ailleurs pour regarder ce qu'elle fait. Et c'est aussi un honneur là-dessus. Donc, voilà. Et donc, du coup, pour en revenir, est-ce que tu as d'autres spécialités dans ce que tu fais et qu'est-ce que toi t'apporte l'art à toi en particulier aujourd'hui dans ton parcours de vie, de dire ok, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en vivre, d'accord, les choses sont fluides, d'accord, donc c'est que le début, donc les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Je suis pas dans le rush et je crois que tu es plus sereine en plus de ça. T'es ni dans le rush, t'es plus sereine. Quoi d'autre? J'ai plein d'idées, plein de projets, ça c'est clair, beaucoup plus que ce que j'avais avant. J'ai une multitude d'idées de ce que je peux faire dans mon activité. J'éprouve beaucoup de joie en fait dans ce que je fais. Il y a de la fierté aussi. Par exemple, quand j'ai eu l'entretien avec le musée, que j'aurais fait ma proposition, qu'ils ont trouvé ça chouette et qu'ils me feront peut-être intervenir pour d'autres trucs, il y a la jeune fille qui n'a pas eu le courage d'être médiatrice culturelle qui s'est dit « Purée, t'es en train de faire un truc qui ressemble quand même. Bravo, meuf, quoi. » Et tu fais seule, quoi. Ouais. Et j'y vais. Ouais. Et je le crée par un autre moyen. C'est ça.
Et merci d'en parler parce que rappelez-vous, pour ceux éventuellement aujourd'hui qui sont dans des phases de burn-out, de doute, ou avec toujours cette question, parce que toutes les personnes que j'ai accompagnées l'ont tout eu, qu'est-ce que je vais faire ? Rappelez-vous, parce que je sais que c'est important pour toi les rêves, rappelez-vous de vos rêves de gosse ou d'adolescent. Ils n'étaient pas là pour rien, parce que d'une manière ou d'une autre, si c'était si profond, vous allez y retourner. Parce que quelque part, tu es juste en train de me dire sous une autre forme, je suis en train de retourner à ce que profondément j'avais envie de faire, parce que j'étais jeune. C'est-à-dire que mes rêves, petit à petit, quand je décide de lâcher prise et de m'écouter, en fait, je finis par réaliser mes rêves, en fait. Et ça veut pas dire que c'est facile. Ah non. Ça veut pas dire que, mais en tout cas, c'est petit à petit. Et je sais que dans ta démarche aussi, il y a un rapport de lenteur qui est important. Oui. Ouais, clairement. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt lent et plutôt calme. Hein. Je pense que c'est lié aussi à mon hypersensibilité puis ma neuroatypie. J'étais du genre à avoir besoin de beaucoup de pauses. Je me rappelle notamment pendant que je préparais mon CAPES, on était à l'UFM et on avait un petit resto à l'UFM. Et toutes les autres filles, parce qu'on était que des filles, papotaient entre midi et deux. Moi, j'avais fait un sieste au calme, quoi, parce que j'ai toujours eu besoin de ça. Et en fait, j'aime pas du tout quand ça va trop vite. Ça a dû créer de la souffrance, j'imagine aussi ça, dans le système de manière générale. Ouais. J'aime bien prendre le temps, j'aime bien avoir ce que j'appelle des temps de rien. Mais alors, c'était jamais des temps de rien. Pour moi, c'est des temps de création, de lecture, de balade en nature. Maintenant, j'en ai vraiment besoin pour mon équilibre, du temps avec mes animaux. Et en fait, l'idée, c'est pas de cravacher pour gagner beaucoup d'argent. Ça m'intéresse pas nécessairement. Alors, je veux gagner dignement ma vie pour faire ce que j'aime, hein, c'est pas la question. Mais si on me propose de travailler 3 fois plus pour gagner 3 fois plus, ça m'intéresse pas, en fait. Et je pense aussi que c'est dans la lenteur qu'on se reconnecte à soi. En termes de créativité, clairement, la créativité, elle a besoin de vide. Si on est tout le temps tourné vers l'extérieur, dans le faire, la créativité, elle n'a pas la place. Et moi, j'ai besoin de ce temps-là, de ces temps très calmes pour me nourrir. Donc, tout ce qui est réseau, on nous demande on demande l'attention beaucoup de ceux qui consomment, on demande de la production beaucoup de ceux qui produisent. En art, on peut avoir ça aussi, hein. C'est pour ça que je disais que je veux pas monétiser mon art parce que je ne veux pas être soumise à ce truc de performance. En tout cas, pas sous cette forme. Pas sous cette forme, de performance, de faut produire, faut aller vite, parce que, Non, je veux pouvoir prendre le temps et si je passe, je sais pas moi, 3 mois à faire un tableau ou 1 an à faire un tableau, c'est pas grave, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin plus que la finalité. Et j'aime bien prendre le temps, de ressentir les choses, Quand ça va trop vite, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si... C'était bâclé ? Pas bâclé, mais que je m'en souvenais pas, en fait. Les moments de ma vie où tout allait trop vite, j'ai peu de souvenirs. Alors que, par exemple, pour les voyages, je donne un exemple très concret. Pour les voyages, quand c'est des voyages où je fais plein de trucs, ça va trop vite, etc., je m'en souviens moins bien que les voyages où j'ai été plus lentement et où j'ai pris le temps, par exemple, de faire des carnets de voyage, de dessiner. Parce qu'en fait, ça me permet d'intégrer un peu plus ce que je vis, ce que je ressens. Et quand ça va vite, en fait, le cerveau, il est surchargé. Enfin, en tout cas, le mien est surchargé. Et c'est comme si je m'entendais pas penser, pas ressentir, pas... Et il y a vraiment assez rapidement une sensation de trop-plein pour moi. C'est marrant ce que tu viens de dire quand tu parles de voyage. Visiblement, cette année, je vais pas en faire. Mais moi qui suis plutôt l'été à partir sur Compostelle, je pense, moi, c'est le voyage de la lenteur. Parce que tout est à pied. Bah oui. T'as juste allé entre tes 8 et 10 kilos sur le dos. Tu pars d'un point A et tous les jours, tu prends juste ton temps pour arriver à ton point du soir. Ouais. Et puis, une fois que tu te poses, généralement, on est tellement content de se reposer. On prend une douche. On n'est que dans la lenteur. Notre objectif, c'est prendre une douche, éventuellement trouver un truc à manger, discuter avec les gens qu'on est en train de rencontrer, lire un livre, aller se coucher. Et on repart. Et en fait, c'est un mode d'escargot. Et en fait, c'est quand tu viens de dire ça, je me souviens plus de mes voyages de lenteur que de précipitation. Et ça me fait penser à il y a quelques années où j'étais encore en finance. Avec mon ex-compagnon, on a fait les États-Unis. Et je me souviens, on faisait les road trips aux États-Unis, le voyage de l'Ouest, où tu prenais ta voiture et puis le lendemain, il fallait que tu sois à un autre endroit, et le lendemain, un autre endroit. Alors, au mieux, des fois, tu avais 2 nuits au même endroit. Voilà.
Et je me souviens, j'étais toujours quelqu'un qui était dans l'anticipation et dans le futur. Ça veut dire que je savourais aucun du parcours. Je me souviens de pas grand-chose. Je me souviens de quelques moments forts, parce qu'il y a quand même des paysages assez fous, dont je me souviens un particulièrement, un monument de Valais, parce que moi j'avais dormi là-bas et qu'on avait fait un truc dans la lenteur avec une personne du parc qui vraiment nous a pris à part dans sa culture. Enfin, c'était un moment magique, mais je me souviens de pas grand-chose, parce que j'étais à peine arrivée à l'endroit, que j'étais déjà dans ma tête à réfléchir à comment être à l'étape d'après. Et ça me marque, parce que c'est une partie de mes voyages où je me vois être ce que je ne suis plus. Et ça me fait le parallèle avec Compostelle, où c'est pas que tu anticipes le voyage du lendemain, tu es juste dans l'aide, dans le lent de un pas, plus un pas, et puis je me pose quand j'ai envie de me poser, je contemple le paysage. Là, j'ai faim, je vais snacker. Je suis arrivée à destination. J'ai juste envie d'un truc très primaire, je vais prendre une douche. Et en fait, quand je pense à ça, je crois que je me souviens presque de toutes mes journées sur Compostelle. Et voilà, c'était une petite anecdote. Ouais. Et pour rebondir, est-ce que justement, pour faire justement le lien avec le calme et la lenteur, j'aimerais, je ne sais pas si ma question est pertinente, mais elle m'est venue. En quoi l'art peut justement nourrir ou remettre de la lenteur? Alors, c'est pas toutes les formes d'art déjà, parce que je pense on peut l'avoir en photographie par exemple aussi, mais ça peut être beaucoup plus rapide. C'est instantané, oui, parce que c'est Ouais, le moment. instantané. Alors moi, je suis une artiste qui crée très lentement, justement. J'aime bien prendre le temps, de prendre le temps de me poser pour dessiner, pour choisir mes couleurs. C'est pas un processus où on peut aller vite. Enfin, il y a des artistes qui y vont, mais moi, c'est pas ma façon de travailler. Et faut savoir que quand on crée, on est dans un état de conscience modifié, un petit peu comme en état d'hypnose, mais plus léger. Et donc, ça crée cette sensation qu'on pourrait appeler du flow un petit peu. Et quand on est dedans, en fait, moi, c'est comme si j'étais dans ma bulle. Et vraiment, je peux passer 3 à 4 heures assise à une terrasse de café ou à un bar de plage. Quand j'étais à Bali, c'était ça, j'étais dans des bars de plage. Et à dessiner toute mon après-midi, je vois pas le temps passer. Et en même temps, ça fait taire toutes les pensées. C'est-à-dire que je suis vraiment sur mon dessin. Et moi qui ai un mental qui peut être un peu hyperactif, là, il y a tout qui se calme. Et je suis juste sur ce que je suis en train de faire. Et je vais au rythme où j'ai besoin d'aller pour faire mon dessin, de façon à ce que ça me convienne. Alors pour certains, ce sera peut-être plus rapide que pour moi. Moi, je sais que je suis assez lente. Donc, je prends le temps dont j'ai besoin à ce moment-là pour être contente de ce que j'ai fait, ou pas. Parfois, il y a des ratés, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, être contente du moment que je passe. Et il y a d'autres activités comme ça. La lecture, c'est pareil, ça remet de la lenteur. On ne peut pas aller plus vite. Voilà, il y a des gens qui lisent plus vite que d'autres, c'est pareil, mais on ne peut pas aller vite. Contrairement à maintenant, même les vidéos, on peut les faire en x2, x3, je sais pas combien, donc on peut toujours aller beaucoup plus vite. Là, c'est des choses qui remettent quand même une forme de lenteur, et c'est ce que ça apprend aux enfants aussi en cours. Moi, je vois les petits souvent, donc moi, je propose des cours d'1 h 30, donc dès 5 ans, donc pour les 5 ans, c'est un peu long, alors ils ont le droit de faire des pauses, on fait d'autres activités entre autres, mais c'est pas simple pour eux de se dire, ok, je vais m'autoriser à prendre 1 h 30 pour faire un dessin. Alors ça peut être un très grand dessin, mais ils veulent très vite avoir fini en fait et passer à autre chose. Donc ça apprend aussi à accepter cette forme de lenteur-là. Et justement, tu dirais quoi aux parents de dire, vos enfants ou vos ados, qu'est-ce que justement ils vont redécouvrir ou peut-être même découvrir pour certains qui n'ont jamais connu à travers cette 1 h 30 justement. Ouais. Ils vont découvrir plein de choses sur eux, sur ce qu'ils sont capables de faire. Ils vont découvrir peut-être quelque chose qui peut les nourrir et les occuper hors des écrans. Parce que moi, clairement, tu me donnes une liseuse, un carnet, de l'aquarelle, tu me laisses sur une île déserte, je m'ennuie jamais. Bon, faut que la liseuse, je puisse la recharger de temps en temps quand même, mais voilà, je m'ennuie jamais. Et ça peut être une façon aussi quand ils s'ennuient, de se dire, ok, en fait, j'ai ça à ma disposition. Et je peux toujours ressortir un crayon, une boîte d'aquarelle, ça coûte pas grand-chose, c'est facile à transporter. Et je me pose et je dessine soit ce que j'ai autour de moi, soit un modèle qu'ils ont, peu importe, on s'en fiche, mais ils peuvent redécouvrir ce côté de ok, je peux faire preuve de patience, de lenteur, c'est pas obligé d'aller vite autour de moi tout le temps. Je
pense qu'il y a des ados qui en ont besoin, sincèrement, Ouais. de pouvoir se poser parce qu'ils sont fatigués, les ados aussi. Et parce qu'ils sont surstimulés Ouais, par des choses qui viennent de c'est l'extérieur. ça, Là, l'idée, c'est plutôt je ralentis, je retourne C'est à ça. l'intérieur c'est ça. et en fait, je pose. Est-ce que tu Mm. crois que en discutant avec toi, là, ça me fait penser au succès là, des trucs de, tu sais, de coloriage. Ouais. Tu vois, où justement, Mm. tu as plein de gens, ils ont soit au feutre, Mm. il y a même des feutres pinceaux, Ouais, enfin ouais, voilà, ouais, et ouais. qui justement se posent juste Ouais, en faisant ça, qu'ils color- adorent, ouais. en coloriant, Mm. parce que justement, ça les Mm. calme, ça les pose. Alors moi, j'ai Mm. plutôt un côté mot fléché, tu vois, Mm. mais j'ai entendu dire que Ouais. ça cartonnait, parce que justement, ça permettait aux gens de se poser. Ouais, et c'est vrai. Ce que je te disais, où tu es avec au niveau cérébral, un truc de conscience modifié, ça marche aussi quand tu fais les coloriages, malgré tout, parce que tu es à la fois une partie de toi occupée à dessiner, et puis en même temps, comme c'est du coloriage, il y a une autre partie de toi qui va rêvasser, donc ça ferait une petite dissociation qui fait que ça détend. Après, pour moi, c'est différent que de le faire en groupe. Oui. Moi, la première, ça peut m'arriver assez vite dans le tourbillon du quotidien de pas toujours m'octroyer mes temps de création. C'est-à-dire C'est-à-dire, ça peut arriver que c'est la dernière chose que je m'autorise à faire dans la journée. Si la journée est trop remplie, ça passe à la trappe, ça part le lendemain. On fait tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on a le petit cahier de dessin qu'on va le faire régulièrement, parce que, notamment si on est maman, on va avoir notre journée boulot, maman, de mère, maman, voilà. ouais. Et l'avantage, et moi c'est aussi pour ça que je m'inscris à des cours pour moi, c'est que c'est un rendez-vous avec soi-même, qu'on a pris un engagement vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis d'un groupe. On a payé aussi, et donc on s'y tient plus facilement, et ça crée une routine en fait où on le fait plus régulièrement. Là Comme où pour un le sport. bouquin, voilà, comme pour le sport, pour un bouquin, ça va vachement plus vite de se dire allez, je le mets en dessous et puis je le ferai plus tard. Complètement. Donc Complètement. c'est ça l'intérêt. Mais pour le sport, moi je suis comme ça, je suis Mm. incapable de me tenir à une routine de sport si j'ai pas mon cours régulier toutes les semaines. C'est pas simple. Donc, mais sinon, c'est les mêmes mécanismes, sauf qu'on est vraiment tout seul. Mais effectivement, ça calme, ouais. Mm. Et du coup, tu dirais quoi à la Louise, qui était justement prof documentaire au bout du fil, qui est là aujourd'hui, là, sur ce fauteuil, en train de dire ouais, ça y est, je suis artiste. Ouais. Et artiste prof, quoi. Qu'est-ce que je lui dirais Autorise-toi à lâcher. Mm. Autorise-toi à lâcher et ça va aller, en fait. Mm. Parce que moi, voilà, je lâchais pas aussi parce que je savais que si je m'arrêtais, je ne reviendrais pas. Et comme j'avais pas de solution, je m'autorisais pas à lâcher. Donc je lui dirais ça, je dirais autorise-toi à lâcher, tu vas voir. En lâchant, il y a plein de choses chouettes qui vont se passer. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ce que tu choisis dans ton rythme, tu ne tolères plus et à quoi tu ne laisses plus de place aujourd'hui, À quoi je justement, laisse plus de place qui était justement trop peut-être imposé justement dans cette autre vie, avec les trois mots du début. Ouais. C'est plus en termes de ressenti, c'est-à-dire que dans mes collaborations, quand je sens que ça va être laborieux, que la personne elle a plein de freins, ou qu'il va y avoir une certaine lourdeur administrative, enfin vraiment, je m'écoute et je me dis non, là ça va te pomper trop d'énergie, parce que pour plein de raisons, c'est pas aligné. Je laisse de côté. Et parfois, ça revient. Typiquement, le musée, j'avais laissé de côté parce que ça reste quand même une institution publique. Et en fait, c'est revenu de façon plus fluide. Et donc, je dis surtout non à ça, à plus dépenser de l'énergie, à vouloir que les choses marchent à tout prix. Et à me dire parfois, voilà, je fais ce que j'ai à faire et puis le résultat, on verra. Si ça marche pas, next, je passe à autre chose. Ok, très clair, très bien. Et qu'est-ce que tu as gagné en mettant en arrière-plan, ça veut pas dire qu'on l'oublie tout à l'heure, mais en arrière-plan, le fameux sécurité ou sécurité de l'emploi ou sécurité financière qui a été là toute première partie de ta vie ou de carrière, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Plein de choses. Je me sens plus à ma place, je me sens plus épanouie. Énormément de joie et de fierté. Ouais, et puis de la place pour d'autres choses en dehors du travail. C'est-à-dire que vraiment, quand je bossais et que j'étais au bout du rouleau, il y avait de la place pour plus rien d'autre.
Là, j'ai à nouveau de la place, pour ma famille, pour, mes amis, pour mes animaux, donc j'ai vraiment gagné ça, plus d'espace mental et Donc, tu plus es en de train de parler de liberté. temps. Voilà, j'allais dire Ouais, le temps et ouais, liberté, du ouais, coup. ouais. Et c'est quoi pour toi la liberté aujourd'hui? C'est beaucoup de la liberté mentale. Mmh. Au départ, et c'est pour ça que je voulais travailler à mon compte, hein. Au début, je l'associais beaucoup à la liberté de pouvoir, organiser mon emploi du temps, aller en vacances, aux dates où je voulais, travailler un peu d'où je voulais, et en fait, j'ai complètement revu, c'est la liberté dans ma tête. Mmh. Aujourd'hui, parce que, clairement, maintenant, je retravaille en fonction du calendrier scolaire, ce que je voulais plus, mais c'est pas grave, je vais repartir pendant les vacances scolaires. Mais dans ma tête, je me sens beaucoup plus libre et sereine Mmh. d'être qui je veux, de faire ce que je veux. C'est ça la liberté principale pour moi, c'est une liberté mentale. Donc Le ça, tu reste, mais ça, tu gagné ça. ouais. Et ça vaut quel prix, ça? Oh, ça vaut tout l'or du monde, Mmh. vraiment. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas prête à retravailler dans n'importe quelle condition. Si ma liberté mentale en pâtit, je dis non. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire quand on voit Mhm. le parcours là entre les études, Mhm. prof, burn-out, je me mets une première fois à mon Mhm. compte, signe de burn-out, Mhm. j'accepte de faire 3 pas en arrière Mhm. pour enfin accepter qui je suis Mhm. et me dire que je suis une artiste, d'en vivre, de le Mhm. transmettre avec ma philosophie, Mhm. etc. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, peut-être, alors je veux dire les profs qui t'écoutent, Mhm. mais on va élargir les profs qui t'écoutent et Mhm. certainement d'autres personnes, même si vous n'êtes pas prof, mais Mhm. je sais à quel point ça fait partie des professions où il y a Mhm. beaucoup de souffrance Ouais. et qui peut-être doutent Mhm. justement de peut-être partir sur autre chose. Mhm. Peut-être, tu l'as dit, hein, peut-être à ceux qui n'ont pas forcément fait au démarrage totalement par conviction, Mhm. qui sont pas forcément heureux. On peut faire Ouais. aussi coucou à Stéphanie, hein, qu'on connaît Ouais. toutes les deux, qui était Mhm. prof et qui va lancer son livre aujourd'hui, Mhm. Bientôt, bientôt ouais. là, Bientôt, pour le coup. bientôt, ouais. Peut-être que là, quand ce sera Mhm. diffusé, il sera peut-être déjà sorti Mhm. même. Tu auras envie de leur dire quoi? Plein de choses. Déjà, arrêter de vouloir être des bons élèves. Qu'on soit prof ou pas, hein, mais moi, j'avais énormément peur de l'échec. Des échecs, il y en aura. Après, c'est peut-être un vocabulaire différent à avoir, dire que ça va être des apprentissages, des expériences et que c'est pas forcément un échec. Ah, justement, d'arrêter de voir l'échec comme un échec. Parce que ce sera pas un long fleuve tranquille. Moi, je veux pas dire tout va être facile, quittez votre boulot, ça va être simple. Pas forcément, mais c'est pas grave en fait. Au fur et à mesure, on en apprend plus sur nous, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, comment le faire aussi. Et ça, c'est un parcours qui vaut de la chance, enfin qui vaut le coup, pardon. Et qu'il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui et les gens qui disent c'est trop tard, je pense pas qu'il y ait un âge en fait et que si vous avez bifurqué dans une voie qui est pas la vôtre ou qui n'est plus la vôtre, il n'y a pas d'âge pour changer parce qu'en fait, on n'a qu'une vie, elle passe vite. Même si on a de la chance et qu'on vit très vieux, ça passe vite et parfois même on n'a pas de chance et ça va pas Aussi vite, oui. voilà, En tout cas, aussi longtemps. aussi longtemps. Et en fait, ça passe trop vite pour passer notre temps à se faire chier dans un boulot qui nous plaît pas, qui nous use. Qui rend Moi, je malheureux. pense que voilà, notre rôle sur cette terre, c'est d'essayer d'être le plus heureux possible. Parce qu'en étant heureux, on fait du bien au monde et aux autres. Donc, voilà, écoutez-vous. Et voilà, il y aura peut-être des épreuves, mais je pense que tout le monde a plus de capacités que ce qu'il pense, plus de ressources que ce qu'il pense. Moi, la première. Et je suis pas, enfin voilà, je suis pas superwoman, hein, je suis quelqu'un comme tout le monde. Et en fait, en étant bien accompagnée, je pense que ça c'est important, c'est de se faire bien accompagner, bien entouré. On T'accompagnes, tu peut, parles proche, thérapeute, accompagne, enfin à tous les niveaux, ouais, à à tous tous les les niveaux. niveaux. C'est sûr que l'entourage joue, mais parfois on n'a pas la chance d'avoir l'entourage qui nous soutient. Moi, ça n'a pas forcément été mon cas, pas parce qu'ils m'aimaient pas, mais parce qu'ils avaient peur pour moi, donc ils m'accompagnaient pas forcément. C'est peut-être qu'il y a plutôt une transmission de leur propre Ouais, peur, c'est ça. un transfert. Et dans ce cas-là, des pros, je pense que c'est bien, surtout si on veut être à son propre compte et qu'on l'a jamais été avant. C'est bien de se faire accompagner. Ça aide à avoir une vision plus claire et à pas avoir de coups de mou, etc. Donc voilà, après, moi par exemple, je suis partie d'une association de femmes entrepreneuses. Donc je suis pas toute seule, j'ai des copines entrepreneuses, on se soutient. Je sais que quand j'ai des coups de mou, mes copines, elles me disent non, non, mais voilà, c'est les montagnes de l'entrepreneuriat, mais ça va aller, tiens bon. C'est d'être bien entouré, ouais, ça joue beaucoup.
Mais en tout cas, voilà, ce serait ça que j'ai envie de leur dire, c'est n'ayez pas peur, parce qu'à l'éducation nationale, on peut avoir le côté de j'ai peur dehors, c'est dangereux. Non, en fait, c'est pas dangereux. Il y a des trucs cool en dehors. Ouais, il y a des On vit trucs des trucs sympas. il y a des trucs cool en dehors, et en fait, tout le monde mérite mieux. Un prof ou même un salarié qui est pas bien dans son boulot, il se fait du mal à lui, il se fait du mal à l'entourage, que ce soit des élèves ou ses collaborateurs, et tout le monde mérite mieux en fait. Donc voilà, laissez pas des plumes pour votre boulot, ça en vaut pas la peine. Et justement, tu as dit cette phrase, la vie est trop courte. Ouais. Je dis que la notion de rêve était aussi importante pour toi. Et, est-ce que tu pourrais nous parler d'un rêve Ouais. que tu vas faire avec toi et ta maman? Parce que quelque part, il va y avoir un rêve qui va se réaliser. Mais là, pour le coup, il est à deux niveaux. Ouais. En fait, on a eu une idée d'expo toutes les deux sur la thématique des animaux. On est encore en train de la travailler, mais en gros, ça va être sur la thématique des animaux. Et l'idée, c'est de faire une expo. Alors, on n'a pas encore fixé de date. Je suis en train de trouver le lieu. Il faut que j'ai le temps de travailler. Ma mère est à la retraite, donc elle travaille beaucoup plus que moi. Elle est plus productive que moi moins. Mais l'idée, c'est de faire une expo ensemble. Et on aimerait après se donner un challenge, de se dire une fois par an, on essaie de faire une expo ensemble. Parce que c'est ce que tu disais vis-à-vis de tes grands-parents. Moi, mes parents, ils ont la 70 à peu près. Ouais, comme les miens, ouais. Je sais qu'ils ne seront pas toujours là et j'ai vraiment envie de partager ça avec ma mère. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ça, c'est vraiment un rêve parce que tu m'aurais dit il y a 2 ans, tu vas faire une expo. Je t'aurais dit, mais une expo de quoi? C'est pas montrable ce que je fais. Et en plus, parce que je le sais, parce qu'on en a juste parlé en off, juste avant que tu arrives. Ouais. Et justement, je t'ai posé la question, mais de te dire, même ne serait-ce qu'il y a 1 an, tu aurais pu imaginer ça? Non. Non, pas de l'ampleur de l'exposition qu'on va faire. J'avais déjà fait des expositions collectives dans le cadre de mes cours, par exemple. Mais clairement, j'étais pas mis en avant. Là, on va être que toutes les deux. On va faire de la com. On va être dans un lieu de Poitiers, normalement, si j'arrive à avoir ce lieu-là, qui est vraiment dédié à des artistes professionnels. On va penser à des installations. C'est vraiment à un autre niveau. Et ça, non, il y a 1 an, j'y aurais pas pensé. Et avec ta mère, moi, je repense à la Louise que j'ai vue la première fois en entretien, en appel. Ouais. Je me dis, mais c'était il y a moins d'1 an, on est d'accord? Ouais. Est-ce que tu aurais imaginé ça, quoi? Non. Non, clairement pas. Et... Est-ce que tu te vois, toi, ton propre chemin parcouru en 1 an, et comment t'assumes? Alors, bien évidemment, c'est comme nous tous, hein, attention, on a des hauts et des bas. J'étais avec une coachée, moi, encore ce matin, qui me dit, oui, tu vois, j'ai eu un coup de mou. S'il vous plaît, c'est normal qu'on ait des coups de mou. On en aura toujours, que ce soit des hommes ou des femmes, et les femmes encore plus avec notre rythme, qu'on n'écoute pas d'ailleurs, parce qu'on ne vit pas avec notre rythme de femme. C'est OK d'en avoir, mais quel chemin! Oui, non, mais clairement. Et si tu avais un mot, justement, pour décrire ce chemin? Ouais. Moi, je trouve ça super chouette, en fait. Chouette. Et une image? C'était même une image qui expliquerait presque ce cheminement ou cette renaissance. Vu que tu es plutôt artiste, on va peut-être partir sur l'image? En fait, moi, je le vois, donc j'aime aussi la randonnée, et je le vois un peu comme ça, en fait. Quand on fait une randonnée où c'est un peu dur, hein, physiquement, on va pas se mentir, parce qu'on marche longtemps, mais on arrive à un paysage où on fait waouh! Et on se dit, ok. J'ai marché tout ça pour voir ça valait le coup. Ça valait le coup. Et je suis prête à recommencer, en fait. Parce que je sais que même s'il va y avoir des moments un peu durs, même s'il y aura des coups de mou, même si je ne serai pas toujours contente de ce que je fais, en fait, à l'arrivée, le bien-être et le waouh que j'en ressens, ça a un côté presque addictif, quoi. On n'a pas envie de lâcher ce sentiment-là, cette émotion-là. Donc ce serait ça comme image que j'aurais. C'est pour les gens qui aiment marcher un peu, le bien-être que ça peut procurer quand on a fini la marche, il y a eu plein d'endorphines dans le corps et qu'en plus on a un paysage qui est waouh, quoi. Donc en fait, vous entendez bien, ce que vous imaginez souvent le pire dans votre tête, Louise est en train de vous dire, allez faire une randonnée. En gros, c'est à peu près la même chose. C'est ça. Et à la fin, c'est waouh. Ouais. Et moi, ça me rappelle toujours un peu Compostelle, parce que pour le coup, c'est ça en long. Jours, mais voilà, ce serait de dire aux gens, faut arrêter d'avoir peur, en fait. Alors, même si c'est pas facile, mais justement, se faire accompagner. Ou plutôt les dépasser. Ouais, c'est ça. Parce que quelque part, on en aura toujours. Et je crois qu'effectivement, d'avoir une peur avant de sauter, c'est peut-être OK biochimique, mais par contre, de se dire,
ok, je veux pas être paralysée par mes peurs. c'est Je ça. crois que naturellement, on en aura et c'est ok. Et je pense que ce serait... Mais effectivement, de dire, ok, vous avez peur, c'est normal, mais faites-vous accompagner pour dépasser vos peurs parce que derrière ce dépassement, il y a le fameux... C'est ça. Waouh. C'est ça. Et puis, en fait, c'est des questions de qu'est-ce que je mets en place pour me sécuriser, en fait, aussi. Et est-ce que tu pourrais dire, on va terminer là-dessus, mais est-ce que tu pourrais dire que justement, cette sécurité financière qui était quand même le gros nœud, ça veut pas dire qu'on l'occulte totalement, hein, ça veut pas dire que... voilà. Non, comme tout le monde, j'ai besoin de manger, de payer mon crédit, si j'ai pas de sous... Mais est-ce que tu peux voir aujourd'hui que quelque part, cette peur autour de cette sécurité qu'on essaie de nous faire avaler au niveau sociétal, finalement, une fois qu'on la transcende, elle est surfaite. Elle est surfaite et on n'a pas besoin de tout ce qu'on nous fait croire dont on a besoin. Oui, un toit au-dessus de nos têtes et de quoi manger. Enfin, voilà. Et voilà. Oui. Ah oui, bah tout à fait. Moi, j'ai pas des ambitions... Enfin, j'ai une vie très simple, que certains pourraient peut-être me qualifier de chiante. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est balader mon chien, aller à mon atelier. Et je suis pas intéressée par les grosses voitures, les grosses maisons et les bijoux de luxe. Enfin, j'en sais rien, ça m'intéresse pas, tout ça. J'aime bien voyager quand même, mais on peut voyager selon ses moyens. Donc oui, une fois qu'on a dépassé ça, on se sent déjà beaucoup plus libre. Et puis surtout, moi, ce que je me dis, c'est ne t'angoisse pas avant, tu verras. Si, effectivement, financièrement, j'arrive pas à vivre de mon activité tout de suite, ben, je prendrai un petit job alimentaire à côté et peu importe ce que c'est. Et ce sera pas un échec, encore une fois, ce sera juste le temps de pouvoir vraiment en vivre. Parce que je pense qu'on a tous un peu parfois tendance à s'inquiéter avant même que ça arrive. Un peu comme en randonnée, hein. Moi, je pense à ma belle-mère qui, quand elle monte, a très très peur de redescendre parce que ça l'impressionne. Et en fait, on va pas du tout redescendre par ce côté-là. Donc tu crées le problème avant même qu'il arrive, voire même il n'existera pas. C'est ça. Donc en fait, quand on se détache de ça, ça permet de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire aussi. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu aurais envie de rajouter ou Non, d'exprimer? Je pense que j'ai exprimé pas mal de choses. Moi, ce que je souhaite aux gens, c'est de pouvoir oser être eux, vraiment. Oser être eux et vivre pour eux. Y a trop de gens qui vivent pour les autres, pour ce qu'on leur a dit, pour faire plaisir, pour plein de raisons. Mais en fait, voilà, osez être vous et faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. Voilà. Ouvrez la porte, dépassez-la. Ouais, on se sent mieux vraiment quand on fait ça. Et du coup, Louise, est-ce que tu te sens heureuse aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais. J'ai hâte de faire ma rentrée. Cette année, je me défilerai pas. C'est ça, j'ai hâte de faire ma rentrée, d'avoir mes premiers élèves. J'ai hâte de voir ce que l'année va me réserver. Je bosse, j'ai pas l'impression de bosser. Enfin, si, il y a des trucs que j'aime pas et on en a tous, mais par exemple, quand je prépare mes cours, mes ateliers, je peux passer vraiment des heures à tester les techniques, à imaginer l'atelier. J'ai pas l'impression de bosser, donc ça, c'est génial. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs le but? Ouais. Je sais pas si c'est le but, mais est-ce que c'est pas ça la vie? Ouais. Est-ce que tu es en train de juste d'expliquer que parce que tu as passé cette fameuse porte, là où on nous dit travailler, parce que quand on dit travail, les gens imaginent métro, boulot, dodo, labeur, difficulté, etc. Mais en fait, on se rend compte que quand on s'autorise et qu'on passe un peu au-delà des critères de c'est quoi la vie parfaite à cocher et avec cette notion de sécurité, et attention, ça veut dire qu'on l'absout totalement. On a besoin, on l'a dit, d'un minimum vital, fait partie du système, etc. Mais en fait... le travail, c'est plus le travail. Même quand je fais mes cours ou mes ateliers, j'ai pas l'impression de bosser. Moi qui m'étais dit je bosserai jamais le week-end, j'ai des ateliers certains samedis, ça me dérange pas. C'est fou, t'es en train de dire. À partir du moment où t'aimes ce que tu fais, là où tu disais non jamais, tu revois tout parce qu'en fait, il y a plus besoin de frontières, quoi. Non. Et ça, c'est vraiment chouette comme sensation de se dire là en fait, je suis en train de travailler, mais je m'amuse. Parce que moi, le jeu, la joie, ça compte vraiment. Et c'est génial, en fait, de pouvoir se dire ça et de dire, en fait, je viens de passer 5 heures à bosser, mais pendant 5 heures, je me suis amusée. Encore une fois, c'est pas tout le temps. Quand je dois faire ma com, par exemple, ou du marketing, j'aime moins. Quand je dois faire des réglages sur mon site, j'aime moins. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Je sais pourquoi je le fais et le cœur vraiment de mon métier, je m'éclate. En tout cas, merci Louise d'avoir partagé vraiment tout ça avec autant d'enthousiasme, de cœur et ce parcours. C'est vrai que pour le coup,
faire ces gens aussi que je connais. Donc moi, Ouais. je t'ai vu aussi en un an. Ouais. Et quelle transformation. Et Ouais. waouh, j'espère que, en tout cas, peu importe ce que disent les autres, mais j'espère que toi, tu es fière de toi Ouais. et de l'artiste que tu es Ouais. et que tu es en train de devenir chaque jour un peu plus, quoi. Oui, franchement, ouais. Et c'est pareil, cette sensation-là de fierté, ça te porte. Ça te porte énormément. Et ben, merci beaucoup pour ce Merci. témoignage. Et puis, on te souhaite une rentrée extraordinaire. Tiens-nous au courant pour ces expos, etc. Si vous êtes sur Poitiers et que vous avez envie que vos enfants se reconnectent à eux, fassent du dessin, ou même vous avez envie de le faire en famille, allez chez Louise. Ouais. Et puis en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci. Et moi, je vous dis merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève. Et enfin, et surtout, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube ou éventuellement noter sur Spotify ou Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles, ça nous permet d'être plus visible, et plus on est visible, plus on peut avoir effectivement des témoignages inspirants ou des sachants pour pouvoir vous aider à prendre plus conscience de comment être mieux dans votre vie, dans votre peau et plus connecté à vous-même, aux autres et aux vivants. En tout cas, merci à vous et je vous dis encore à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.